Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview de Confidence avec un invité d'exception, Charles Rozoy. Donc, Charles Rozoy, c'est un champion paralympique qui a été médaillé, qui a eu la médaille d'or à Londres en 2012. Aujourd'hui, on va revenir sur son parcours de sportif de haut niveau, de sportif de haut niveau paralympique, parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ça, les valeurs qu'il défend, la cause qu'il défend aussi, et aussi, on va parler un peu de sa reconversion. Donc voilà, ça va être vraiment une discussion ouverte avec Charles, et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Confidence. Bonjour Charles. Bonjour, Comment Martin. ça va Charles? Ça va très bien, Martin, et Bah toi? écoute, ça va très bien. Merci, merci. Ça commence bien. Ouais. J'adore, avec beaucoup d'humour. On est bien. Mais on est bien, on est à la Cité du Vin. On les remercie parce que du coup ils nous accueillent parce qu'on ne pouvait pas tourner au Mondrian ce jour-ci. Donc voilà, ils nous ont fait l'immense honneur de pouvoir nous accueillir et de pouvoir mener cette interview avec toi. Donc je sais que tu viens de loin, donc déjà merci à toi de t'être déplacé jusqu'à nous pour nous raconter ton parcours. Pour briser un petit peu la glace, pour apprendre un petit peu à te connaître, souvent je demande une anecdote, voilà, pour un peu une entrée en matière. Donc c'est parti pour l'instant confidence. Il y a plein d'anecdotes possibles que je peux te raconter. Et je vais essayer d'en choisir une pas mal. Souvent, je donne le moment où je suis arrivé et j'ai commencé le sport paralympique. Parce qu'en fait, quand tu découvres le monde du handicap, et aujourd'hui, beaucoup se sont posé cette question quand ils ont vu les Jeux paralympiques, etc. Ils se posent la question. Et moi, j'ai fait ma première compétition handisport. C'était à Marseille. Et j'arrive dans cette piscine, c'est la première fois que je fais du handisport, tu vois. J'accepte enfin que, oui, j'ai un handicap. Et là, je me retrouve dans cette piscine, j'arrive, et j'ouvre les portes, je rentre, j'arrive sur le bord du bassin, et là, j'avais l'impression qu'il y avait la guerre. Des fauteuils, des bras, des jambes, partout, etc. Et je me dis, mais moi, je suis entier, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est ma place, là, ici? Et puis je me dis, je vais pas y arriver, quoi. Et comme beaucoup de gens, je me retrouve face au handicap, mais au handicap vraiment avec des morceaux partout, puisque les gens laissent leurs prothèses sur le bord du bassin. Hmm. Et ça interpelle. Et je me dis, je vais pas y arriver. Et puis, je vais aux toilettes. Et là, il y a un grand brûlé qui rentre dans les toilettes. Le vrai grand brûlé qui a plus de visage, le nez en moins, etc. Là, tu dis, waouh, ça aussi, c'est impressionnant. Hmm. Je me dis, mais comment je vais vivre le truc? Et on se retrouve au pissotière ensemble. Et là, je dis, il faut que je blague, il faut que je blague, il faut que je blague. Et je lui fais, ça va, c'est pas brûlé à cet endroit-là? Et là, on a explosé de rire. Et là, je me suis dit, voilà, finalement, le handicap, ça tient à rien, ça tient au fait de créer la rencontre. Et tu vois, c'est le petit truc. Et là, il était mort de rire. Il me dit, non, là, ça va, heureusement, ça fonctionne. Et on est parti là-dessus. Et tu vois, c'est la petite anecdote de la rencontre du handicap et de dire, démystifier le truc. Et en fait, c'est juste des êtres humains à qui il est arrivé quelque chose. Et je raconte pas souvent cette anecdote, mais je pense qu'elle est assez représentative finalement Ouais. de la rencontre Ouais, et autour du puis je handicap. pense qu'on va en parler. Je pense que l'humour, enfin, il a une importance qui est considérable. J'imagine que, enfin, pour moi en tout cas, je trouve qu'il m'a permis de préserver une part de choses qui était difficile pour moi, de me protéger un petit peu. Et puis je pense que c'est aussi ce que tu es en train de raconter, c'est que ça permet de briser la glace, tout simplement. Ouais, après, tu vois, il y a eu plein de parties d'humour. Je raconte souvent d'autres anecdotes que je raconterai au fur et à mesure, mais il y a plein de petits moments comme ça dans ma vie et qui sont des scènes mythiques, j'ai envie de dire, des scènes qui les font l'effet. Ouais, moi je me reconnais là-dedans parce qu'en plus on se charrie beaucoup. Je pense que pour beaucoup d'handicapés, on aime bien un petit peu se vanner. Charles, merci pour cet instant confidence, pour cette petite anecdote. Toi, c'est vrai que quand on te regarde, on se dit pas il a un handicap. Toi, Charles, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, avant de peut-être parler de ton handicap, alors je vais te laisser l'expliquer, Mhm. ce que tu as, mais avant d'être handicapé, tu peux nous raconter peut-être un petit peu ton enfance, tes rêves. Euh, Tu es un nageur, tu as été un nageur très très bon parce que je crois que tu avais intégré le pôle espoir en natation Mhm. avant ton accident. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et avant Je te fais justement le cette... résumé parce que sinon on en a pour Ouais, longtemps.
Parce Bah que après, le but, maintenant, je suis plus vieux que toi, donc si tu veux, tu sais que moi, c'est vrai que t'as beaucoup un peu de- t'as beaucoup d'expérience et je pense que t'as 37 ans et t'as beaucoup de choses à raconter parce que entre Ouais. ton parcours de sportif, ton sportif donc de haut niveau au niveau paralympique et jusqu'à cette médaille et tu vas nous en parler et ta reconversion, bah, j'imagine que t'as plein de choses à nous raconter. Ouais. Donc voilà, vas-y, je t'en prie, fais-nous Non, un mais petit résumé. le pitch, c'était que quand j'étais petit, vraiment, j'étais à l'école primaire. Je pense que, tu vois, je suis d'une génération où l'école avait déjà changé, mais pas partout. Et j'ai été avec des maîtres et maîtresses qui étaient encore à l'ancienne génération, les coups de règle, tu vois, pour te dire, je suis droitier, mais je suis un gaucher contrarié. C'est-à-dire qu'on m'a attaché la main dans le dos en me disant, tu vas faire de la main droite, parce qu'il Ah faut ouais. que tu fasses de la main droite. Tu peux être que droitier. Et ça n'arrivait plus dans notre génération. Donc j'ai commencé déjà l'école un peu compliquée. Et puis j'étais pas le meilleur à l'école. Et puis il y avait cette question qui venait toujours dès le début de l'année, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Hmm. Tu sais, on essaie de te projeter, on essaie de te projeter un peu sur un... Mais comme métier, on te demande un métier, on te demande pas ce que tu veux faire, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne. On dit qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard. Je dis, je vais être champion olympique. On me disait, mais non, mais en plus, t'es bête, t'as pas compris la question. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Je dis, je vais être champion olympique. Et là, elle me disait, non, mais c'est bon, allez pas au fond de la classe quand tu sauras ce que tu veux faire plus tard. Et puis, j'ai dit très vite, champion olympique, chirurgien. Chirurgien, on me dit, c'est bien, tu n'y arriveras jamais, mais c'est pas grave. Au moins, c'est un métier. Mais voilà, je savais pas dans quel sport, mais je savais que je voulais être champion olympique. Je Et, voyais finalement, et je qu'est-ce qui voyais ces gens à la télé qui réussissaient, des Tony Stanguet, des autres grands champions. Mon père avait fait du sport de haut niveau, il n'avait pas été au jeu, mais il a fait du sport de haut niveau en kayak. Mhm. Et je voyais ces grands champions qui finalement avaient une aura qui, je sais pas si c'est quelque chose d'attirant. Il y avait la culture du corps, mais je trouvais que les sportifs aussi, certains savaient s'exprimer en tout cas, et du moins avaient des messages à faire passer, qu'ils avaient la bande passante pour faire passer des messages. Mhm. Et je pense que derrière ce que j'ai découvert en faisant une thérapie, en allant chercher ce qui était en moi, et vraiment, c'était avoir la voix pour faire changer des choses. Et donc, du coup, on a tous un moyen d'arriver à faire passer nos idées. Moi, je savais que le sport, c'est là où j'arrivais à m'exprimer. Dès tout jeune, j'ai compris que l'école, c'était pas forcément le truc où j'étais le meilleur, même si j'en ai fait beaucoup. Ouais, parce que maintenant, Mais oui, mais c'est bon, marrant que tu tu dises vois, ça parce que tu as j'ai- plein de diplômes ouais, maintenant. ouais, mais c'est après. C'est après que tu comprends comment. Tu sais, quand t'es un peu neurotypique et quand t'as des trucs en toi qui font que tu te sens différent et tout, euh, bah, tu te retrouves dans cette situation où tu comprends pas pourquoi tu es à cette place-là, tu as l'impression de pas être à ta place, l'école c'est compliqué, et après, ben, et moi j'ai trouvé très vite des solutions, je suis quelqu'un de très adaptable, donc je me suis très vite adapté aux situations diverses et variées qui m'ont permis de m'intégrer à ce monde, et Et sinon je m'intégrais pas. Et donc ça a passé par l'école, et puis j'ai découvert la natation. J'ai ouais, découvert justement, la j'allais te natation. poser Je la faisais question. plein de sports. J'ai fait plein de sports. J'avais la chance d'avoir un père très sportif. J'ai découvert la natation parce que mes voisins Mhm. faisaient de la natation. Et un jour, j'allais les voir le soir. Et un jour, l'entraîneur, qui c'est Éric Lebourg, qui est décédé il y a peu de temps et qui a été mon premier entraîneur, me dit plutôt que de rester comme un couillon dans les gradins, tu vas prendre ton maillot de bain et tu vas venir nager. Et là, t'avais quel âge du coup? J'avais, je sais pas, 8 ans, Ah ouais, 7, ouais, 6, 7, 8 ans. Tu vois. Mhm. Moi, je dis toujours 6 ans, mais tu vois, j'étais tout gamin. Mhm. Et donc là, bah, je suis allé nager. J'avais mon maillot de bain, j'ai nagé, et il m'a dit, faut que tu nages plus, etc. J'ai intégré des groupes petit à petit. Et très jeune, hein, je nageais déjà beaucoup. Et après, on m'a dit, si t'es fort au collège, tu pourras rentrer en sport-études. Et donc, j'ai tout fait pour rentrer en sport-études. Je suis rentré en sport-études au collège. Je Et nageais déjà tous les jours. t'avais cette vision de Je voulais être champion olympique. n'importe dans quoi, et du coup, tu te dis dans Et ce après, j'ai sport-là, découvert la natation, j'ai dit, ce sera nageur. ok. Ce sera nageur. Tu sais, c'est pas toi qui choisis ton sport, c'est le sport qui te choisit quand tu veux faire du Mhm. sport de haut niveau. Moi, j'étais bien dans l'eau. Je te dis, je pense qu'il y a le fait bulle. J'ai toujours été quelqu'un qui était bien dans l'eau. Quand j'ai des problèmes à résoudre,
je vais me mettre au fond de l'océan, au fond de l'eau, je pense, je fais du sport, tu vois, j'ai cette chose qui fait que quand vraiment il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, c'est le sport, elle est vraiment une ligne directrice. Et l'eau, le lien à l'eau, quand même, ça, bon, après, on pourrait faire une thérapie, aller loin, mais peut-être le ventre de la maman, je sais pas ce que tu veux, mais voilà, j'ai toujours été bien dans l'eau. Après, je suis un peu moins bien maintenant que j'ai fait un peu beaucoup d'heures de natation, mais dans une piscine, du moins. Mais tu vois, j'ai toujours été bien dans l'eau, et donc voilà, j'ai découvert la natation et j'ai dit, je vais être champion olympique de natation. Et puis après, bah voilà, pour accélérer un peu, parce que sinon, je te dis, on peut y passer des heures. On m'a dit, c'était encore vraiment très fort, tu rentreras au pôle espoir. Et au lycée, je suis rentré au pôle espoir. J'ai fait mon lycée en 4 ans. Et j'ai été, si tu veux, dans un cursus où je m'entraînais tous les jours, matin, soir, comme tous les sportifs. Je vais pas faire de détails, mais voilà, c'est 35 heures, 40 heures d'entraînement par semaine. C'est des stages, c'est pas de vacances, parce que les vacances, tu les passes en stage. C'est T'as des l'impression entraînements tout le temps. d'avoir sacrifié des choses ou t'as des manques à ce niveau-là ou pas? Parce que souvent on entend, tu vois, par exemple, quand tu t'entraînes beaucoup, bah, tu vas pas à des soirées avec tes potes, tu profites pas, bah, justement, comme tu le disais, d'aller en vacances. Est-ce que pour toi, il y a une part de manque de peut-être ces moments-là? Choisir, c'est renoncer. Et faut pas regretter de ses choix. Hmm. Euh, c'est peut-être une question que je pourrais aborder à un autre moment. Si tu verras, c'est quand je réalise mon rêve. La question s'est posée à ce moment-là. Avant, je me la suis jamais posée. Hmm. Avant, j'étais dans un truc où je savais ce que je voulais faire. J'étais dans une sorte de flèche qui avance. Hmm. Et tu sais, j'ai un de mes amis proches qui me dit toujours, écoute Charles, avance. Mets-toi sur ton vélo, pédale. Avance, avance, et plus tu vas avancer vite, plus tu auras du bruit dans les oreilles et t'en rendras pas les cons sur la route qui te font chier et Hmm. qui te disent que c'est pas possible. Et je pense que c'est ça, si tu veux. J'ai cherché à avancer. Alors des fois, le problème, c'est que j'ai trop avancé et j'ai pas assez. J'en ai perdu les raisons pour lesquelles je le faisais. Et le lycée est un très bon exemple. Hmm. Le lycée est un très bon exemple parce que j'arrive à la fin du lycée et je sais plus pourquoi je fais ça. Parce que justement, je suis dans un système qui m'a broyé. Je suis dans un système qui m'a broyé où j'essaie de faire comme d'autres font, mais j'essaie pas de faire comme moi je suis. Je sais plus qui je suis quand je suis au lycée. Hmm. Je me suis trop adapté au système. Et du coup, c'est là où tu es le moins aussi performant parce que il y a Bah, un... c'est là où ma carrière, elle vivote. Je suis à quelques centièmes, et là vraiment au sens propre centième, de l'équipe de France, Hmm. des temps internationaux, des grands déplacements, etc. Vraiment de passer le cap. Sauf que je le passe pas, ce cap. On arrive à la fin du lycée, mon coach me dit, écoute, c'est simple, tu as 3 solutions. La première, tu fais champion de France, quoi, tu fais un podium. La deuxième, tu fais un temps international. La troisième, tu es viré. Et là, si tu veux, bah, tu te dis, il faut que je le fasse. Et tu te mets encore plus de pression et tu essayes encore plus de faire comme on te demande de faire. Hmm. Mais toujours pas de ta façon. Et je fais quatrième à 200e du temps international. Je me fais virer. Et là, si tu veux, ma vie, elle bascule. La réalité, c'est que ce jour-là, je découvre que bah, mon rêve, il est peut-être pas atteignable. Hmm. Et Et c'est ça qui est ça dur, c'est tombe au que fond du seau. c'est ça, c'est que tu as tellement d'incertitudes, parce que tu te conditionnes à vouloir toucher l'excellence, mais je trouve que tu vois, genre des fois, l'incertitude fait que bah, ça peut être difficile à vivre de dire je vais me battre pour quelque chose et je sais pas si je peux l'atteindre. Ouais, je le pense. Quoi, des incertitudes, tu sais, tu peux toujours te dire, je vais le faire, et je sais pas, on sait rien de la vie, on sait rien de ce qui va nous arriver. Mm. Regarde ce qui t'est arrivé, regarde ce qui m'est arrivé. Mm. Et encore, on n'y est pas encore arrivé à ce qui nous est arrivé dans cette interview. Mais franchement, toi qui connais, l'incertitude, elle est partout. Ouais. Tu peux te dire, je fais jamais de projet, et choisir de vivre au jour le jour uniquement, et de vivre ses instants. Mm. Ok, fine, je prends quelqu'un qui vit ça, je vais pas le juger. Moi, j'essaie de mettre des projets et en même temps de vivre l'instant. J'essaie un peu faire les deux. Parce qu'il faut pas, le jour où si tu meurs là demain, faut pas que tu te dises, Mm. mince, c'est ce que je regrette Ouais, ouais, de pas avoir fait. c'est vrai. Mais en même temps, tu peux pas te dire, je vais mourir demain tout le temps parce que sinon tu fais rien à long terme. Mm. Et tu construis rien. Ouais, c'est le chemin qui... Donc, donc, donc ouais, non, moi je me suis fixé ça. À ce moment-là, j'ai vraiment perdu espoir.
J'ai Voilà, vraiment perdu espoir et je suis tombé en dépression. voilà, c'était plus ça en fait, ce que j'avais en tête, c'est de me dire en fait, à ce moment-là, tu te dis, tu te bats pour quelque chose pendant des années, et puis bah, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas possible. Donc c'est Ouais, c'était ma première dépression. Ma copine, à l'époque, on se sépare. Je suis une un grand vraie, émotionnel, tu vois. Je vraie dépression du coup. vraie dépression diagnostiquée de ça. Je suis allé voir un psy, tiens, pour l'histoire. Tu veux des anecdotes, une petite anecdote. Je vais voir un psy d'enfant. Je donnerai pas son nom. J'évite de donner le nom des médecins comme ça parce que j'ai une relation avec la médecine, tu verras, qui est particulière. Je vais voir ce d'enfance. C'était le psy d'enfant, parce que tu sais, t'es la période 19 ans où tu sais pas si t'es chez le psy adulte ou psy enfant. Bon, on te dit, va voir, celui-là, il est trop bon. Ok. Je me pointe devant lui, 45 minutes, je lui raconte ma vie. Voilà, je rêve d'être champion olympique, mais là, je sais plus où j'en suis. Je suis vraiment au fond du seau, je dors plus, je suis pas bien et tout. Ma vie. Et là, je lui parle pendant 45 minutes et il m'écoute. Ok. Et vous en pensez quoi? Tu vois, des questions de psy, quoi. Et à un moment donné, il me regarde et il me dit, bon, monsieur Rosoy, on va être très clair, j'aime pas les sportifs de niveau, hein. Ah ouais. Non, mais les sportifs de haut niveau, c'est simple, vous êtes des drogués, vous shootez aux endorphines, aux endomorphines, toutes les hormones du bonheur, de l'intensité, de l'adrénaline, etc. De toute façon, c'est simple, monsieur Rosoy, hein, vous avez deux solutions. Ça vous arrêtez. Première solution, vous trouvez une drogue pour compenser toute la drogue que vous êtes infligée avec ces heures d'entraînement. Deuxième solution, vous vous suicidez. Ah ouais? Non, Si, je te jure. mais c'est pas Et possible. là, je te jure, j'étais dépité et je lui ai dit, mais faut vraiment payer pour ça. Mais c'est pas Eh possible. si, vraiment. Et je sais pas si c'est un mec qui a voulu me faire un déclic, il avait bien analysé en fait qui j'étais et il s'est dit, je vais lui faire un déclic. Parce qu'il y a que ça qui peut marcher chez lui, mais il me sort ça. Et là, tu fais, ouah, mec. Mais est-ce qu'il l'a dit de façon ironique, Ah sérieux? non, non, T'as pas non, mais un capté? psy, un psy, c'est pas ironique. T'as déjà vu un psy faire des blagues? Non, mais t'es jamais allé voir un psychiatre, toi? Va J'étais- voir un psychiatre. Mais c'est, Non, j'ai déjà, jamais. c'est un silence, déjà, tout leur bureau. J'en ai fait plusieurs, parce que après, j'adore la psy. Moi, je suis vraiment très, très, tu connais mon parcours, mais c'est quelque chose qui me passionne particulièrement. Mais ça me passionne aussi peut-être pour ça. Ça me passionne aussi peut-être dû à ma vie et tout ce qui est arrivé dans ma vie. Mais voilà, ce moment-là était fort. Et je peux dire que ça m'a pas sorti de la dépression. Ce qui m'a sorti de la dépression, c'est le lendemain d'une soirée. Tu te mets une mine pas possible. Ça fait des mois que je fais des fêtes, à plus savoir qu'en faire, à plus savoir où j'habite. Je me réveille un matin, bon, ça vous est tous arrivé, hein, ne me jugez pas, hein. Et puis, et tu te retrouves voilà, sur le réveil difficile, t'es comme ça, tu as tout là, tu fais des toilettes, tu fais, voilà, c'est mal fini hier. T'es là, tu vois un croissant sur la table à moitié mangé, tu te dis, ouf, je sais pas trop. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu peux pas. Charles, tu peux pas. Tu peux pas te détruire comme ça. Ouais, Qu'est-ce que tu veux? Ouais, parce que tous les efforts que t'as fait pour arriver à Non, et l'excellence. puis même, c'est même pas le sport, c'est qu'est-ce que tu veux là, tu vois, je veux dire, t'es malheureux, t'es pas bien, t'as beau te faire des soirées et tout ça pour te dire, j'ai essayé de faire quelque chose, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Question simple. Réponse simple qui arrive immédiatement, c'est je veux être heureux. Tout le monde te dit, c'est assez logique, quoi, tu vois. Ouais. Je dis, ouais, bon, comment on fait? Et là, le bon scientifique que j'étais en ayant fait un bac S, je fais ma to-do list. Je dis, allez, je sors le stylo. Alors, j'ai pas mis l'île déserte, j'ai pas mis la Ferrari. Je mets des trucs, j'ai la santé, le machin, le truc, j'ai de quoi vivre. Même si je galérais à l'époque, j'avais de quoi vivre. Je fais ma liste et je me rends compte que j'ai tout ce qu'il faut. Ça t'a aidé de faire cette liste du coup? Sur le coup, ça m'a montré que j'étais je me suis senti grognard, tu vois. Je me suis dit, après, c'était ma façon à moi. Je dis pas aux autres qu'il faut faire ça et je suis pas un donneur de leçons, je déteste ça. Donc, je suis pas le genre de dire, je dis, moi, ce qui m'est arrivé et moi, ce qui m'a aidé. Je me suis dit, putain, c'est vrai que
j'ai des gens que je connais qui sont bien pires que moi. Tu vois, j'ai commencé à faire un gros bilan de ma vie. Et puis je me suis dit, mais t'as pas le choix d'être heureux. T'as pas le choix. Et je me suis regardé dans une glace et je me suis dit, mais mec, t'es heureux. Et tous les jours, je me suis dit, t'es heureux. Pour moi, ça a marché un peu. C'est un ensemble de choses qui ont fait que c'est reparti. De toute façon, quand il y a des creux, après, je l'ai bien compris, il y a des sursauts derrière. Et donc voilà, c'est revenu. Je suis retourné faire des études. J'avais arrêté mes études, machin. J'étais dans une période. J'ai passé un brevet d'état de canoë-kayak. Je suis rentré en STAPS. Et puis en STAPS, ils m'ont dit, si tu veux renager, ça serait bien quand même que tu renages. Ouais, c'est ça. Et puis, et donc du coup, j'ai renagé. Et puis là, tu vois, sortir de cette dépression, ça a mis 1 an. Mais au bout d'1 an, j'avais trouvé quelque chose en moi de profond, quelque chose qui m'animait, un feu qui brûlait, de dire, j'ai vécu ça, j'ai vaincu ça. Et là, j'ai commencé de performer dans l'eau. Parce que j'ai dit, je m'en fous, je suis pas un autre. Je suis moi-même. Et soit on me prendra tel que je suis, soit on me prendra pas. Ça sera ma vie, ça sera mon mojo. Et depuis toutes ces années, c'est la façon dont je vis. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui me disent, mais Charles, t'es un fou, Charles, tu vois, quand tu commences à me connaître, à rentrer dans mon intimité, et ça, les gens, ils savent que je suis comme je suis. Mais je saurais même pas me définir. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez libre dans mes propos, assez cash, mais tu me prends ou tu me prends pas, ok. Je vais continuer de vivre et d'avancer. Et là, j'ai commencé de performer. J'ai commencé de réussir. Et je deviens champion de France du 50 mètres papillon. C'était le début de ma carrière de nouveau. Toi, c'était quoi ta spécialité du coup? Le 50-100 mètres papillon. 50-100? Ouais. Et là, ma carrière a commencé vraiment de décoller. C'est vraiment un moment où j'ai senti que ça partait. T'as quel âge là? J'avais 21 ans. 21. Ouais. Mais il y avait un truc qui se passait dans ma vie, c'est que du coup, quand tu commences de performer, tu as les équipes de natation qui te rappellent. Moi, je vais voir mon coach, celui qui m'a mis à la porte juste avant. Et je vais lui dire, vas-y, reprends-moi. Et il me dit, ouais, là, c'était bon, je peux le reprendre. Et je suis avec un mec avec qui j'ai confiance, avec qui ça. Je choisis de pas partir de Dijon, et je crois que j'étais pas prêt à ce moment de partir de Dijon. Et je me dis, je suis reparti. Il me dit, par contre, tu fais de la moto, je veux que tu vendes ta moto, parce que c'est pas question que tu fasses de la moto si tu t'entraînes. Parce que c'est vrai que quand tu fais du sport de haut niveau, tu peux te faire mal et tout. Et donc, pour la faire très courte pour l'instant, le jour de vendre ma moto, je me dis, il faut quand même que j'aille la faire rouler, parce qu'elle n'a pas roulé depuis un moment. Ah non. Et donc, je te jure, et je vais dans mon garage, je prends la moto, et elle démarre pas. Putain, je dis, merde, elle démarre pas. Je fais le jour où j'en ai besoin. Je fais heureusement que je la démarre. Donc là, je me retrouve, je la mets dans la descente, je la monte dans la cave, je la descends, je la mets dans la descente, je la démarre, tu sais, avec la première. Donc elle démarre, elle a un peu du mal, je dis, bon, heureusement que je l'ai fait rouler. Je vais au boulot. Je prends la route. Et puis, tout se passe bien. Et j'arrive, je fais ma journée de maître nageur sauveteur sur le plan de gros bois en montagne. Ça fait rêver. Et je surveillais les poissons rouges, surtout, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de baigneurs. Mais voilà, je suis là. Et puis, je fais ma journée. Et puis, le soir, je dis, bon, je rentre. Mais vu que c'est la dernière balade, avant de la vendre, je vais passer par la route. Et en passant par la route, tranquillement, à un moment donné, je suis dans un petit virage. Et là, il y a un chauffard qui arrive en face, comme un fou. Il vient pas, il me voit pas, ou il me voit, je sais pas. Franchement, ça reste flou, tout est flou dans cette période-là, mais je l'ai écrit assez vite. Puis il tape ma roue avant, mais juste un peu, tu vois, vraiment la pichenette. Mais moi, je suis déjà au bord de la route parce qu'il arrive sur mon côté. Et donc là, je m'envole. Tu sais que tu voles pas beaucoup après, hein. Tu t'écrases au bout d'un moment. Puis là, il y a les magnifiques rambardes de sécurité qu'on a sur le bord des routes. Qui sont là. J'ai la chance de ne pas passer la tête, mais je passe le bras. Oh là là. Et mon bras, en étant parachute en arrière, tu sais, quand tu fais rouler boulet, parce que j'ai l'habitude, il passe dans la barrière de sécurité et la barrière va te taper le bras. Fracture ouverte de l'humérus. Enfin, ça, je le sais pas tout de suite, mais surtout, je me relève. Et là, je suis tout étourdi. Et je vois du sang qui coule un peu. J'ai l'impression d'être en morceaux. Mais je sens plus mon bras. Et là, je sens plus, donc je le prends. Et là, je fais, oh merde, il plie, mais pas au bon endroit, quoi.
Ah, je fais la vache, putain, là, il plie là. Et Ah, fracture il y a ouverte, un du coup? truc. Bah, fracture ouverte, je l'ai su quand ils ont ouvert mon manteau et tout, parce que j'avais un manteau en cuir, hein, j'avais des coques partout, il a fallu que ça tape entre les deux coques quand même, Putain, tu vois. et c'est ouf parce que c'est le jour où t'es censé. La veille de vendre ma moto. Ouais. Quand je raconte mon histoire, souvent, quand, dans mon TEDx ou dans mes interventions et tout ça, les gens, ils doivent se dire, je pense, de l'extérieur, ils doivent se dire, mais il nous fait un spectacle, il nous fait un one-man show, mais il Mm. raconte pas sa vie. C'est pas possible. Mm. Et pourtant, si. Parce que j'ai le bras qui passe comme ça, mais après, tu te retrouves, t'es en race campagne, mec. T'es au milieu de nulle part. Téléphone, en 2008, c'est pas la même chose, les télécoms que maintenant, donc ça capte pas. Et là, tu te dis, merde, mais Il je s'est suis arrêté, en... le chauffeur? Non, il s'est pas arrêté, sinon ce serait pas drôle, l'histoire aurait Ah ouais, donc commencé. tu te retrouves vraiment Non, tout seul. il s'est barré, il a pris Mais la fuite. non, mais en plus, la chance que t'as eu, c'est que t'étais encore conscient, du coup. Ouais, ouais, bon, la chance, oui, la chance que... Bah non, mais. Après, dans cette histoire-là, il y a des chances, il y a des malchances, tu vas voir. Ce qui s'est passé, par contre, après, c'est que je me relève, je marche sur la route, et là, je me dis, il faut que j'aille au village, parce que je capte pas. Et donc, je marche, j'essaie de trottiner, je tiens mon bras comme ça, là, j'ai mon casque, je cours comme ça sur la route, et je croise une petite voiture blanche, une petite Clio qui arrive en face sur la route. Et je dis, ah, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et puis je tiens mon bras comme ça. Elle me dit, non, non, vous allez me carjacker. Et oui, parce que 2008, le seul truc dont on parle à la télé sur TF1 et tous les JT de France Télévisions, France 2, etc., c'est le carjacking. Ces mecs qui font semblant d'être tombés en moto et qui te veulent ta voiture parce qu'une fois que t'es sorti de ta voiture. Donc là, elle dit, vous allez me carjacker. Tu sais, un peu l'impression d'être dans Dickeneck, vous allez me carjacker l'auto. Me carjacker l'auto. Bon, enfin, ouais, mais bon, en ce moment, je suis comme ça, donc du coup, je dis, je vais baisser le bras. Et quand je baisse le bras, je sais pas ce que ça déverrouille, mais ça se met à gicler du sang sur sa voiture, mais vraiment. 2008, il n'y avait pas les essuie-glaces automatiques, sinon ça aurait été très drôle. Franchement, je pense que... Même là, j'aurais rigolé, je pense. Bon, il n'y avait pas les essuie-glaces automatiques, et là, elle sort de sa voiture, elle me dit, mais monsieur, allongez-vous, vous allez mourir. Bah, je dis, avant de mourir, si vous pouviez appeler les secours, tu vois, j'avais pas perdu mon humour. Et là, tu fais, c'est fou. Elle prend le téléphone, elle a une barre de réseau, elle appelle, elle dit, oui, il y a un monsieur, il est tombé à moto, il a mal au bras, faut que vous veniez. Ah, je dis, non, j'ai pas mal au bras, là, c'est pas ça, madame. Donc, je palpe dans mon casque, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose au cerveau, j'enlève mon casque, c'est chose qu'il faut pas faire. Vous enlevez pas votre casque quand vous avez un accident de moto. Et donc, je prends le téléphone et je dis, écoutez, je suis maître nageur sauveteur, j'ai une fracture qui est sûrement ouverte de l'humérus, parce que c'est le bras, je savais ce que c'était quand même, j'avais fait un peu d'anat. Et, et je dis, je pisse le sang vraiment, ça fait une bonne demi-heure, venez vite, je suis pas bien, quoi. Et il dit, monsieur, si vous aviez vraiment ce que vous êtes en train de me dire, vous seriez pas en train de me parler, donc repassez-moi la dame. Donc, tu vois, toutes les histoires de trucs qu'on entend parler, Ouais. j'avais connu avant. Après, c'est c'est comme ça. Et puis donc du coup, ben les gendarmes sont arrivés avant les pompiers volontaires qui sont venus le plus vite possible. Mais les pompiers volontaires, ils viennent comme ils peuvent aussi vite qu'ils peuvent, mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils viennent sans médecin surtout. Donc quand tu arrives sur place, c'est que bah il faut mettre un mec en coque et que le mec il a pas de morphine parce qu'il est pas médecin et que ils ont pas les trucs. J'étais dans un état. Et ça, j'avais attendu pour te dire, mes parents sont arrivés de Dijon avant, mon meilleur ami est arrivé de Dijon avant. C'était un farandole. Et puis bon, après, je leur dis, les mecs, tracés parce que je vais mourir. Puis je le sens, je vais mourir. Ils disent, on y va. Je me rappelle, il y a un petit jeune qui m'avait réécrit, un sapeur-pompier, que ça avait beaucoup choqué mon accident. Et là, on arrive à l'hôpital, 26 juillet. 26 juillet, c'est quoi? Les vacances. Des médecins. Et ils sont à Bora Bora, mais pas à Dijon. Non, non, mais il y avait des médecins, mais il y avait un petit interne qui m'accueille et qui me dit, monsieur, vous avez mal à combien sur l'échelle de 1 à 10? Et là, je souffle un peu, mais je dis 12 connards, quoi. Non, mais je peux plus. Je peux plus, j'ai mal, je Ça fait crie. Et là, entre ce moment de Franchement, l'accident. je sais pas, mais il y a plus d'une heure et demie. Mec, je suis dans un état. Et là, bah voilà, quoi. Si tu veux, je me retrouve
avec ce médecin qui est limite à me demander ma carte vitale. Je dois gueuler trop fort, donc du coup, il s'écarte pour répondre à son téléphone. Oui, chérie, je t'inquiète pas, j'ai les places de théâtre pour ce soir. Le mec, il en avait rien à carrer, quoi. Vraiment. Et là, il y a un infirmier qui arrive en courant. Et ma vision commence de se flouter, mais je reconnais un mec que j'ai déjà vu. Il dit, mais c'est Rozoa, faut absolument le sauver. C'est un nageur, je nage avec lui et tout. Et en fait, c'était un mec qui nageait en master, qui m'avait vu. Et là, rideau. Ah, là, tu tombes. Rideau. J'ai plus de son. Là, on me remet du son. On me réanime. Je repars. Et on me dit, Monsieur Rozoa, on va vous opérer. Et là, j'ai le masque qui tombe sur le visage. Mm. Et on me rendort. On m'opère. Et donc, j'ai la chance, ce mec-là reste jusqu'au bout. Il reste, et au réveil, il est là. Il me dit, t'inquiète pas, ils ont mis un clou dans ton bras. T'avais une fracture ouverte de l'humérus. Ça va bien se passer, Charles. Vas-y, accroche-toi. C'est le seul truc que je me rappelle. J'ai un vieux coma médicamenteux, tu vois, j'étais dans un état pas possible. Je passe 2-3 jours comme ça. Et je me lève, et je suis dans cette chambre d'hôpital. Un vieil hôpital, parce que là, ils en ont reconstruit un tout neuf, mais moi, j'étais dans le bien vieux hôpital de général. Truc, pas de clim, tu vois, Mm. truc assez moisi. Et puis, je suis dans ma chambre, et puis ça fait des jours que je suis dans ma chambre, allongé dans mon lit, tu connais. Là, je pense que tu as connu. T'as resté combien de temps, du coup, à l'hôpital? Je sais pas super longtemps. 26 juillet, j'ai dû bouger début septembre, tu vois. Pas trop longtemps, quoi. T'as été dans le coma un petit peu ou pas du tout? Ouais, mais sur le coma médicamenteux, c'était pas, tu Ouais, vois. c'était un peu comme moi, ouais. Ouais. Quelques jours. Ouais. Mais si tu veux ce qui... Et tu te souviens de la phase où tu te réveilles? Ouais. Ouais. Non, Mais mais en non. fait, ce qui est drôle, c'est que tu vois, genre depuis tout à l'heure, je pense que les gens, ils te regardent avec ça, ils disent, mais ils veulent savoir, mais qu'est-ce qu'il a comme handicap? Parce que pour le moment, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Ouais, On mais sait- c'est justement, c'est l'histoire. C'est pour ça que je fais durer, généralement. Bah, vas-y, Parce je t'en qu'en prie. fait, je me réveille, et je sens que je suis vaseux, je sais qu'il s'est passé plein de choses. D'ailleurs, dans les quelques jours après, tu sais, où j'étais encore un peu vaseux, je pense, j'ai appelé des gens et tout ça. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'ont appelé, je leur ai dit que je les aimais et tout. Tu vois, des gens que j'avais pas vus depuis je sais pas combien de temps. Tu vois, comme quoi, t'as l'inconscient qui fait une grande partie du truc. J'ai fait Et puis pareil. ça fait des semaines que je suis à l'hôpital, dans mon lit. Ils savent pas ce que j'ai. J'ai tellement d'infections. Dis-toi que mon os a touché l'intérieur du manteau. Le manteau, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Et puis après, donc voilà, j'ai des tas d'infections. J'ai un bras qui fait 47 cm de tour de bras. Donc ils me disent, monsieur, votre bras bouge pas, mais ça va revenir. Faut que les infections s'en aillent. J'ai du pu partout. Voilà, ça fouette. D'ailleurs. Et il y a 2 anecdotes importantes au lit, si tu veux, quand je suis dans le lit. La première, c'est tu te poses des questions sur ta masculinité. Mm. Si en clair, toi quand t'as un handicap. Et il y a une infirmière qui vient et qui me fait ma toilette comme d'hab. Et je le raconte dans mon bouquin d'ailleurs ça, parce que c'est pas quelque chose que je parle pas beaucoup de ça publiquement, mais là dans mon bouquin je le racontais, j'ai une érection, quoi. Et là moi je suis gêné. Et puis elle, je sais pas, tu vois, c'est une petite jeune, elle vient là, une petite aide-soignante, elle est pas venue. Je pense pas qu'elle faisait ça depuis longtemps, tu vois. Et donc, j'arrive, je fais, bon, bah, ça marche toujours, quoi. C'est déjà ça. Et là, rappelle Et, l'âge que tu as. j'ai 21 ans. Ouais. T'as 21 ans, tu te fais nettoyer le gig par une fille qui a quasiment ton âge. C'est vrai que c'est, Ouais, franchement. on l'a tous connu. Ouais, non, mais tu vois, on le dit pas assez, tu vois, on le dit pas assez que c'est sur le truc, ça fait bizarre, quoi. Mais bon, ça ne dit pas tout ça. Ce qui m'arrive, c'est que je suis toujours dans mon lit d'hôpital. Et puis pour moi, si tu veux, je comprends pas pourquoi je suis dans mon lit d'hôpital, ça. Et puis tu connais aussi, t'appelles avec un petit bouton quand tu veux pisser, quand tu veux faire caca, et tout ça. On t'amène une petite bassine, un petit pistolet pour faire pipi. Et un jour, j'en ai marre. J'ai envie de pisser, mais les trucs vraiment horribles, toi. Parce que toi, t'es sondé et tout, mais moi, j'étais pas sondé, ça allait, tu vois. Mm. Mais pisser dans un pistolet et tout, t'avais les toilettes juste à côté, là. Mm. Mec, je suis allongé dans mon lit, il y a les toilettes, là, à 2 mètres. J'ai l'impression que Monsieur Propre, il vient de passer, tout brille pour moi. Et tu pouvais pas te lever, Attends, tu vas trop vite, tu vas trop vite.
Il fait Une du match. envie de pisser pas possible pour l'instant. Tu sais, celle qui te fait mal au bide trip quand t'es sur l'autoroute et que tu peux pas pisser, là. Et tout le monde le sait, ça. C'est horrible. Et là, je dis, j'en peux plus. Je prends ma perf, je me lève, je vais faire pipi. Et le soulagement de bonheur. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. C'est que les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus simples. Donc, il faut pas l'oublier. Et là, les infirmières entrent en hurlant dans ma chambre. Mais monsieur Rosoy, parce que tout sonne, du coup. Ça sonne partout dans la chambre. Parce que tu t'es levé, t'as arraché le truc. Elle me dit, monsieur Rosoy, faut pas vous lever, c'est dangereux, vous étiez dans votre lit. Elle me dit, mais vous marchez, monsieur Rosoy. Je dis, oui, je marche, j'ai rien aux jambes. Elle me regarde, elle fait, mais fallait nous le dire. Je fais, vous avez pas lu le dossier, tu sais, c'est un peu l'impression de... Et genre toi, ils te laissent. Marie-Thérèse, il y a la tresse qui sonne. Et genre toi, ils t'ont pas dit, genre. Pas relevé tout de mais- suite et tout, alors que Mais ça toi, se fait pas du tout. et toi, il y a pas un moment où tu t'es dit, moi, je me fais chier dans Mais ce lit. si, moi je l'ai dit, mais c'est pas un mois ça, hein, c'est peut-être 2 semaines et demie, tu vois, Ah, mais quand 2 même. semaines et demie c'est déjà beaucoup, tu vois. De ouf. Ah, mais j'étais comme ça en train de me baver dessus, et puis en plus, je te dis, moi j'ai dû demander, mais tu vois, j'avais des plaies sur les jambes, oui, ouais, j'avais des trucs, mais j'avais pas rien de truc grave, quoi. Enfin voilà, quoi. Et là, c'était une vraie leçon de vie, c'était de se dire que personne ne te prendra jamais par la main. Mm. Et que si tu parlais pas, si tu communiquais pas, tu disais pas les choses. Et ça a été vraiment aussi un leitmotiv, vraiment un truc qui m'a accompagné. C'est de dire, si tu dis pas les choses, les gens, ils vont pas venir te chercher. Il y a tellement de gens qui pensent qu'on lit dans leurs pensées. Ça, c'est au quotidien, et je parle pas que dans cette situation-là. Les gens, les personnes en France et ailleurs d'ailleurs, il y en a trop qui pensent qu'on lit dans leurs pensées. Faut arrêter. Tu veux quelque chose, tu le demandes. Et tu le demandes clairement. Peut-être que tu l'auras pas, mais au moins tu auras demandé. Si tu le demandes pas, tu es quasi sûr de pas l'avoir. Là, ça me motive. Ça me dit, ça me rappelle ce que je dois faire aussi, tu vois. Non, mais sérieux, Ouais, c'est mais t'as vraiment raison. dans l'amour, dans la vie, dans le truc. Tu vois, je veux dire, on parle de consentement aujourd'hui, on parle de tonnes de choses, mais vaut mieux avoir un non que de pas avoir demandé et de se retrouver dans une situation de merde. Faut mieux avoir un non et avoir demandé et se dire au moins j'ai demandé et j'ai fait l'effort. Au moins tu te prends des vestes. Dans la vie, tu te prends des vestes, mais au moins t'as communiqué. Et si tu communiques bien et que t'expliques le pourquoi du comment, généralement, les gens, ils sont pas fous. Mais je m'en suis pris des noms. Parce que tu vois, je raconte souvent après quand j'ai réussi à sortir de l'hôpital, parce que le deal, c'était de dire au médecin, mec, maintenant que je marche, moi, je vais rentrer chez moi. Il me dit, monsieur Rosoy, vous êtes sorti de votre lit, vous êtes allé aux toilettes. Hein. Le jour où vous ferez le tour de l'hôpital en marchant, on verra. Qu'est-ce qu'il avait pas dit, ce fou, un sportif? Je suis parti avec ma perf le jour même pour faire le tour de l'hôpital. Bon, ça n'a pas marché. J'ai eu un peu de temps avant de faire le tour de l'hôpital en marchant. Il était grand. Mais je l'ai fait. Il m'a relâché de ma détention provisoire. J'étais médicalisé à la maison. J'avais la chance d'avoir ma mère et tout ça. Et puis, pour finir l'histoire, et si tu veux aller jusqu'au bout, mon bras marchait toujours pas après, je te dis, plus d'un mois. Et je l'ai médicalisé à la maison. Ils font pas des analyses, enfin des Bah si, radios, mais des justement, IRM. et là, à un moment donné, je vais revoir un médecin, mon neurochir, ou je sais pas trop quoi, là, et je le vois pour mon bras, et je dis, écoutez, vous me dites que ça va remarcher, mais ça marche toujours pas, j'ai plus de muscles dans le cou, dans le dos, il y a un autre truc, quoi. Et il me dit, vous avez raison, on va faire des examens. Comme quoi, tu vois, encore une fois, tu rétablis pas le dialogue, tu forces pas les choses. Et là, je vais voir un vieux professeur qu'on appellera pour l'expérience professeur Dumbledore, parce que je peux pas le citer. Et donc, je me retrouve dans la SCAF de ce professeur qui est neurochir, qui est neurologue, et qui me plante des aiguilles partout, et qui teste mon truc, et qui envoie des coups de jus. D'un coup, à droite, j'ai la main qui fait ça, de l'autre côté, elle bouge pas. Et là, il prend ton grave. Monsieur Rosoy, c'est grave. Là, je dis, bah, vous me foutez des aiguilles dans le bras, je sens rien, j'imagine bien que c'est grave. Il dit, rigolez pas, monsieur Rosoy. Vous avez un bras qui marche plus, il marchera plus jamais, votre vie est foutue. Non, mais votre vie est foutue. Vous faisiez du sport, vous étiez dans le sport, mettiez du sport. Faut changer de vie. Et ça qui est fou, c'est que des fois, on dit des trucs et on se rend pas compte de l'impact. Tu vois, genre, ta vie est foutue. C'est comme. Je pense à ça parce qu'en plus, j'ai pensé à toi hier. J'ai vu un commentaire du genre. Sa vie. Je sais pas si c'était toi ou si c'est un autre truc que j'ai vu où en gros, quelqu'un devient handicapé. Ah, le pauvre, sa vie, elle est foutue. Genre, comme si la condition de handicap
faisait que genre t'avais une vie de merde ou que ça allait être compliqué. Alors qu'en fait, c'est peut-être le moment où tu peux te révéler et t'en es la preuve, j'en suis la preuve, et il y en a plein d'autres qui en sont la preuve. Mm. Et finalement, bah non, en fait, le handicap, t'as pas une vie de merde. Et la preuve, c'est que avec tous les accomplissements que t'as eu, ceux que j'ai pu avoir C'est et que sûr. d'autres ont eu aussi, tu vois. Et tu peux certainement être plus heureux. C'est sûr qu'à un moment donné dans ta vie, c'est un fracas, mais finalement, ça dépend ce que Ah tu en non, non, fais, mais tu vois. le mec, il pouvait faire des primes à un régiment de soldats, on me l'a dit après. Mm. Moi, j'aurais préféré qu'on me le dise avant, d'aller le voir. Mais le pire, c'est quand tu te mets à avoir une larme qui coule sur la joue et qui te dit, Monsieur Rosa, vous allez pas chialer, c'est comme si vous avez le sida, vous allez pas en crever. Ouais. Ouais, donc Tu le vois, quand mais. je te dis que c'est un spectacle et que ma vie, tu peux te dire, le mec, il invente des scènes. Ouais. Mais on en est là. Mais oui, bien sûr, c'est pas parce que après, tu vois, tout s'est enchaîné très vite derrière. Le, trouver un médecin qui pouvait m'opérer, parce que j'avais un plexus brachial, donc c'est les nerfs qui sont arrachés sur la moelle épinière. Tu vois, toi, la moelle épinière, elle a été touchée au niveau des cervicales. Moi, en fait, c'est le tronc supérieur qui innerve tout le bras Mm, qui a été touché. Donc, en fait, il fonctionnait plus. Je pouvais fermer la main. Ce qui était très pratique, parce que quand tu allais en boîte, tu t'accrochais à une fille, tu te disais, ah bah non, je peux pas te lâcher. Elle disait, mais pourquoi? Bah, en fait, et puis voilà, t'as annoncé, tu vois. Toi, t'as le ouais. fauteuil, moi, j'avais le bras à l'époque. On a tous nos techniques. On ne donnera pas tous les tips dans cette vidéo. Cela, ça c'est un autre épisode. Et donc voilà, finalement, ils ont découvert que j'avais un plexus brachial, que ils m'ont fait des greffes de nerfs. J'étais opéré, une grosse opération. Ils m'ont ouvert sur le thorax. Ils ont pris les nerfs des intercostaux, ils les ont greffés sur le biceps, ce qui me permet aujourd'hui de lever le bras. Donc, qui donne à tout le monde l'impression que je bouge le bras normalement. Mais j'ai juste l'élévation du bras. Et Juste ça. et pour expliquer simplement à ceux qui ne savent pas ce que c'est un plexus Bah, c'est brachial. ça, je te dis, c'est les nerfs, c'est toutes les nerfs qui sont arrachés, tous ceux qui innervent le bras et le dos. Voilà. Donc en gros, si tu veux, je pouvais plus bouger le bras, et donc ils m'ont greffé des nerfs pour pouvoir bouger avec le biceps qui est là. Donc ça permet de plier le bras, c'est la pesanteur qui le tend. Et puis après, ils m'ont fait pour pouvoir ouvrir et fermer la main. Parce Et que du là, coup, tu vois, ça quand on te voit, c'est vrai que habillé, mais ça moi, je te doit- l'avais fait remarquer quand on s'était vu à la natation là, Mm. aux épreuves de Paris 2024. Et c'est vrai que bah, tu t'es tellement à l'aise avec ça que tu vois, on se dit pas ton bras, Ouais. il est inerte. Alors après, effectivement, tu as eu tes opérations. Même moi, je savais même pas que tu pouvais utiliser d'ailleurs l'usage des mains, Mm. sachant que tu avais un plexus brachial. Et pour la petite anecdote, je crois que je t'en ai parlé à la natation quand on s'est vu, mais dans le train pour aller justement moi aux épreuves, enfin pour aller rejoindre Mm. les Jeux paralympiques, je tombe dans le train avec un gars qui a, comme toi, un plexus brachial. Donc c'était avant qu'on se rencontre Mm. et avant qu'on fasse cette interview, évidemment. Et lui aussi pouvait bouger ses doigts. Et moi, j'en avais déjà rencontré des gens qui avaient des plexus brachiales Mm. et je savais pas qu'on pouvait bouger les doigts. Bref, c'était un peu Ouais. la petite anecdote parce que bah, tu vois, genre j'avais une méconnaissance sur ce truc-là. Ouais. C'est la différence entre le complet, l'incomplet, les opérations que tu as pu Mhm. avoir. Moi, j'ai eu beaucoup de chance encore, parce que tu vois, je rencontre des médecins avec des histoires, mais je rencontre aussi des grands chirurgiens, et le professeur Oberlin qui m'a opéré avec toute son équipe à ses frais, en clinique privée, parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôpital, tu vois, qui a tout fait. Ils m'ont opéré pendant 12 heures, tu vois, ils étaient 3 chirurgiens. C'est fou d'avoir des gens comme ça qui s'investissent dans ta vie et qui font que derrière, bah, tu reprends un nouveau souffle. Mhm, Et puis mhm. après, bon, pour si tu veux finir sur cette partie-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été opéré en décembre et il me dit, toi, tu vas pas en centre. En centre, tu vas te mourir. Et puis de toute façon, t'as un super kiné qui avait fait un super travail entre le moment où j'avais eu mon accident et j'étais allé le voir. Il me dit, tu vas continuer d'aller voir ton kiné, tu vas reprendre tes cours, ce qui était horrible et impossible parce que tu te baves dessus avec la morphine, t'es pas bien et tout. Mais il me dit, tu vas reprendre tes cours, tu vas aller en cours, tu vas essayer de reprendre ta vie, de retrouver tes amis et tout ça. Mhm. Et au bout d'un moment, on est bloqué avec la kiné. Le kiné, il me dit, là, faut que tu ailles à la piscine. T'imagines le truc dans la tête quand tu as fait toutes ces années de natation, tu as été champion, tu dois aller dans la même piscine où tu as passé toutes ces heures pour faire ta rééducation. Mhm. Là, tu fais waouh. Alors, j'ai eu du mal. Et puis, je passe la porte un jour parce que je me dis, effectivement, il y a un mec qui peut m'aider, il s'appelle Archimède. Là, j'ai vu la buée dans ton visage. Normalement, tu es censé rigoler à ce moment-là. Aussi. Non, mais je Tu sais, capte. c'est la poussée d'Archimède, Oui, le bah mec, je tout sais. corps plongé dans l'eau ressort mouillé. C'est ça. Il a fait, non. Bon, c'est pas grave.
Mes blagues tombent à l'eau. Pour un nageur, c'est ballot, quoi. Donc voilà, et donc je me retrouve dans le petit bassin. Et effectivement, avec la poussée d'Archimède, c'est vachement mieux. Il aime pas mes blagues, franchement, Si, c'est... si, mais tu t'en fais trop coup sur coup. Ah Du ouais, mais coup, le c'est temps que ça, je comprenne attends. la première, il y a le deuxième qui arrive et la troisième. La tétra, ça a touché le... Ah, bah j'ai eu un trauma crânien. Ah, ouais, ça. Ça a tapé, mec. ça- Moi aussi, peut-être, mais je l'ai jamais su, ça. Tiens, tu vois, ça, c'est un truc. Ça, tu On le m'en sais a pas. beaucoup parlé après. Ça, Alors, c'est ta perception. Peut-être que nous, on te voit différemment. ouais, Tu ne vois pas depuis tout à l'heure. et donc, bah, je suis dans la piscine comme ça en train de bouger mon bras, tu vois, je suis dans l'eau et je bouge mon bras comme ça parce que c'est vachement plus agréable dans l'eau. Mais moi, avant de parler de piscine, genre, comment tu vis le fait qu'on t'annonce que tu vas plus avoir de bras et Ah que... non, mais moi je l'ai toujours mon bras, mais justement, tu vas voir l'annonce, c'est pas ça le truc en fait. C'est là pour l'instant, j'en sais rien, je sais pas ce que ça va donner. Tu vois, mon bras il bougeait pas du tout. Je me dis, je vais pouvoir retrouver un peu d'usage. Et je suis à la piscine là, en train de bouger, et je me dis, allez, ça va revenir. Et je vois des petits jeunes là qui passent au bord du bassin. Ils se disent, regarde, c'est Rosoy. Qu'est-ce qu'il était bon avant. Maintenant, il est foutu, il fait de l'aquagym. Et là, tu te prends une tarte dans la tronche. Et tu te dis, oui, c'est vrai que mon bras, il fait plus la même chose qu'avant, quoi. Pour l'instant, t'as rien accepté du tout. Hmm. Tu penses que t'es reparti dans ta vie. Et là, je vais les voir, je dis, vous pouvez pas dire ça, tu sais. Je suis toujours en train de tenir mon bras, d'ailleurs, comme ça. T'es dans l'eau, comme ça, il me dit, et tu bouges ton bras comme ça, nananananer. Ah, je dis, c'est pas possible. Je vais les voir, je dis, venez, on va faire une course, on va voir qui c'est qui est foutu. Écoute, Kevin. Et là, je les emmène vers le plot, on se met au 25 mètres. Je m'attache le bras avant, je fais 25 mètres, je leur mets une tôle monumentale. Et je dis, vous avez vu qui c'est qui est foutu? Bon, ils avaient 6 ans. Mais il n'y a pas de petite victoire. Ah, mais quand même, il n'y a pas de petite victoire, t'es d'accord avec moi? Martin, vas-y, s'il te plaît. Ah, il fume. Non, mais moi, voilà, je sais pas ce qu'ils sont devenus. D'ailleurs, ils sont partis, je pense, en dépression depuis. Se faire battre par un handicapé comme ça. Et non, et puis, tu vois, là, tu t'acceptes rien, c'est pas pour ça. Et là, il y a mon coach qui est de l'autre côté du bassin, celui dont je te parle, et qui m'a viré, qui m'a repris, qui faisait de la moto, qui savait ce que c'était, qui était là toujours. Il vient me voir, il me dit, mais pourquoi tu referais pas de la natation? C'est un peu comme ça, tu sais, une petite discussion de comptoir. Je regarde, je fais, mais coach, j'ai toujours nagé pour être le meilleur, j'ai toujours nagé pour être champion. Qu'est-ce que je vais faire avec un bras? Je me dis, ah, tu pourrais faire du handisport. Je regarde, je fais le handisport, c'est pour les handicapés. Coach, enfin. Elle me dit, oh, réfléchis à ta réponse, tu reviens me voir. Et là, tu vois, c'est là où j'ai pris une claque. Et je suis rentré chez moi, je regarde handisport, sport paralympique, paraswimming. Et là, je regarde, je me dis, ah ouais, je suis handicapé. Et je rentre dans les catégories, je suis même pas la moins tapée, je suis une catégorie déjà un peu tapée. Tu vois. Et là, à ce moment-là, tu conscientisais pas le fait que t'étais handicapé? T'étais dans le déni? C'était... Et Ou tu sais, il y a un truc que j'ai compris après, parce que du coup, t'as vu, j'aime bien réfléchir sur plein de choses. C'est que plus ton handicap est léger, plus c'est difficile de l'accepter. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? C'est moins brutal, c'est moins frontal, ou c'est parce que t'as des Non, possibilités, non? Je c'est sais pas. parce qu'avec des si, tu pourrais être normal. Hmm. En fait, si tu veux, il faut te dire que tu as l'île de la normalité qui est là. C'est une grande île. L'île de la normalité, c'est les gens à peu près normaux, même si je crois pas trop aux gens normaux et que tout le monde est un peu pas normal. Mais voilà, c'est ceux qui ont pas de handicap, voilà, le plus, on va dire. Et puis après, tu as l'île de la lombalgie. Ce que la lombalgie, on va dire. C'est le mec qui a mal au dos tous les matins et qui peut plus bouger et qui a le dos bloqué, mais il est quand même collé à la normalité. Mais avec un si j'avais pas mal au dos, il serait normal. Mais il est handicapé. Et puis t'as l'île du tétraplégique qui est là. C'est une toute petite île, tu connais bien. Je suis loin, Mais tu te moi. dis pas tous les matins, toi, si j'avais le doigt qui bougeait normalement là, je serais pas tétraplégique. Ouais. Si j'avais le petit orteil, le truc, t'as trop de trucs qui font que de toute façon tu te dis c'est bon, quoi. Moi, je suis sur une île un petit peu là, où tu te dis si j'avais le bras qui marchait quand même, ce serait normal. Et donc, tu mets toujours les si, peut-être, ça, il faut l'accepter. Et donc, ben, plus t'es près de cette île de la normalité, plus c'est dur de te dire que tu mettes le mot handicap. Mais parce qu'on en a trop mal parlé en France, parce qu'en France, on a mis ça dans des cases, parce on t'a fait croire que le handicap, c'était juste d'être de certains handicaps, que
qu'on les cachait, etc. Et donc, bah ouais, moi, je rencontre ça. Après, je sais ce que c'est que le handisport, mais je pensais pas que c'était pour moi. Tu vois, je mettais fauteuil dessus, je mettais gros handicap. Et puis le fait de découvrir ça, je me suis dit, bah ouais, je vais être champion paralympique. Tu vois, le fou qui pense directement ça. Mm. Je suis allé voir mon coach, je lui ai dit, je vais être champion paralympique. Il me dit, j'espère que t'as ton maillot de bain. Et voilà. Et c'était reparti. Et le sport, je te dis, fil conducteur. Et moi, j'ai pas connu la dépression à la sortie de ce handicap. Si tu veux, moi, j'étais dans le faire. Quand t'as un accident, quand j'ai eu mon accident, j'étais dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? J'étais le mec qui lisait des articles de médecine pour savoir toutes les thérapies qui pouvaient exister. Je suis allé voir mes médecins en leur disant, est-ce que si je prends des hormones de croissance, de la testostérone, de l'OPO, tous les trucs avec les mecs qui se dopent, je fais, si je me charge comme un mulet, est-ce que ça pousse plus vite les nerfs? Je leur posais des questions à la con, et les mecs, ils étaient fous. Ils me disaient, mais monsieur Rosoy, arrêtez, vous allez vous tuer en faisant ça. Et je dis, de toute façon, je suis déjà une partie de moi qui est morte, est-ce que je peux pas la faire revenir avec quelque chose? Donnez-moi tous les traitements, mais injectez-moi de tout ce que vous avez à m'injecter pour que ça repousse, pour que ça aille mieux, pour que je puisse bouger. Quand t'es en dépression, t'es face à toi-même, il y a que toi et toi. Et ça, c'est horrible. T'as rien pour t'enfuir. Là, j'étais dans une démarche du faire, donc c'était pas la même chose. Et c'est à quel moment où tu as pris peut-être un peu plus conscience que, bah, du coup, oui, tu étais handicapé? Puis tu t'es autorisé à te dire, je le suis. Bah, de toute façon, le jour où j'ai accepté de partir en handisport, j'ai accepté. Mm. J'ai accepté, et puis après, j'ai accepté, je me suis dit, bah, ça serait une force. Mais en fait, si tu veux, je savais depuis longtemps que j'étais différent. Je l'ai découvert après. Ça, c'est une autre partie de ma vie, mais quand j'ai vraiment arrêté de nager, j'ai repris. Et, euh, et quand j'ai arrêté de nager, que je suis rentré en cabinet ministériel, je bossais énormément. Mm. En cabinet ministériel, j'étais conseiller de plusieurs ministres, et j'étais conseiller de la ministre du Handicap. Et là, je comprenais pas. Même ma tête, j'ai l'impression qu'il se passait quelque chose dans ma tête et je dormais plus, j'arrivais plus à me concentrer. Tu vois, l'arrêt du sport avait encore fait des effets. Je l'ai connu plusieurs fois, mais cette fois-là, c'était vraiment dur. Et j'étais dans le ministère de la Santé, du Handicap et de la Santé. Et là, je suis avec plein de médecins. Un jour, j'en parle à une copine. Je dis, Charles, écoute, je veux bien t'aider, mais il faut que tu acceptes certaines choses. Je dis, comment ça? Il faudrait que tu ailles consulter. Et comment ça? Donc, du coup, elle me file le numéro de 3 médecins, un psychiatre. Je fais consulter. Et en fait, voilà, il a apparu que j'étais TDAH, j'ai des 10, j'ai des trucs. J'ai pas voulu aller chercher plus loin, mais j'ai d'autres, sûrement neurotypies, comme j'aime bien les dire. Oui. Et en fait, tout ça fait que ben, ma vie, elle est telle qu'elle est et j'en découvre chaque jour sur moi et cette façon de faire. Et aujourd'hui, ce qu'on dit à des enfants qu'on trouve normal, à l'époque, c'était pas normal chez moi. On me disait, t'en parles pas, faut pas en parler, faut pas dire que t'es dyslexique, faut pas dire que tu fais ça, faut pas, hein, tu vois. Moi, j'ai beaucoup souffert du fait qu'on se moque de moi parce que je faisais plein de fautes, parce que j'échangeais des F contre des V et voilà, des trucs, un peu à la con. J'ai eu beaucoup souffert parce que j'ai beaucoup de mal à apprendre des langues étrangères, tu vois. Et ça, c'est vraiment assez caractéristique de 10 prononcés qui ont tendance à tout mélanger. Donc, du coup, quand je parle anglais, des fois, je parle espagnol et voilà. Et puis, je baragouine, mais je n'arrive pas à être fort. Il y a plein de trucs comme ça qui sont peut-être différents dans ma tête, mais chez beaucoup de personnes aussi. Et ben voilà, et je découvre au fur et à mesure que j'ai plein d'autres différences. Et donc, en fait, si tu veux, le handicap, si tu veux, c'était qu'une différence de plus pour moi. Mm. D'où ma lutte depuis des années pour dire que on est naître, N-A-I-T, Mm. tous différents. Mon nez, N-E-S-T, tous différents. Mm. Et ça, c'est ça qui fait la beauté de ce monde. Et c'est ça qui fait que quand je rencontre une personne, moi en tout cas personnellement, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je juge pas, j'ai cet échange, Curiosité. cette curiosité de l'autre qui a parfois été plus annihilée en fonction de tes périodes de vie et de là où t'en es.
Mais j'ai cette volonté de venir à la rencontre de l'autre et de le comprendre dans son entièreté. Tu vois? Et c'est pas facile. Mais c'est pas facile parce que les gens ne se livrent pas à toi. Et ce qui fait très bizarre aux gens, c'est que là, tu vois, comme je te parle, et comme je parle ici, mais je suis toujours très naturel. Et tu me poses n'importe quelle question, soit je te dirais, j'ai pas envie de te répondre parce que ça ne te regarde pas, mais c'est très rare. C'est quand ça concerne souvent quelqu'un autour de moi qui n'est pas moi. Mais tout ce qui est moi, si tu veux, je m'accepte pleinement et entièrement. C'est-à-dire que dans mes qualités comme dans mes défauts. J'ai des défauts et j'ai toujours parti du principe, surtout en faisant un peu de politique, que tu avais deux solutions. Soit tu es très très bon pour tout cacher et tu as un entourage super solide et tu sais que tu te dis, bah, faut pas que ça sorte. Et on le voit, il y a plein de gens qui font plein de trucs et ils se disent, faut pas que ça sorte. Soit la deuxième solution, c'est que tu acceptes tout ce que tu fais et tu peux te regarder dans un miroir et quoi que tu fasses, que tu sois allé faire la fête, que tu sois mis tout nu sur un bar, etc. Moi, je sais qu'il y a des photos de moi qui pourraient sortir un jour où j'ai fait sûrement des grosses conneries, mais je les assume. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ouais, Qui non, dans je suis sa d'accord. vie n'a pas fait des soirées de dingue, Ouais, n'a pas fait moi, je suis. n'importe quoi? Bah oui, il y en a peut-être. C'est leur truc. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Ouais, et puis t'as le droit, on est comme tous, on a des défauts, on a des parts d'ombre. Voilà, après, sur le sens moral et même au niveau de la loi, il y a évidemment des Hmm. limites. Mais enfin, je pense qu'on est tous à avoir fait des bêtises ou des conneries ou on n'a peut-être pas dit le bon mot au bon moment. Enfin, tu vois, genre, Hmm. et je trouve qu'on est, comme tu dis, on est très dans le jugement. Euh, Moi, avant qu'on parle de ton parcours et de cette fameuse, parce qu'on a beaucoup parlé je trouve ça hyper intéressant, c'est pour ça aussi que je te laisse volontairement dire tout ce que tu as à nous dire. Et oui, avant de parler de l'accès à cette fameuse médaille d'or que tu as remportée, j'ai envie que tu nous partages avec nous une ou deux citations. Donc c'est parti pour l'instant citation sur Confidence. Mon Charles, est-ce que tu peux nous partager une ou deux citations qui te drive un petit peu au quotidien? Et comme ça va nous montrer un petit peu, Ah là là, j'en ai tellement, c'est dur, hein, franchement. si tu veux en choisir une ou deux. Trois grands max. Parce que après, La première citation, Mhm. c'est, tu sais, on dit toujours de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Mais c'est pas vrai. L'important c'est pas de participer. En plus, il a pas dit ça. L'important c'est de participer, mais seule la victoire est belle, il a dit. Mhm. Et en France, j'aime bien remettre la phrase au cœur de ce qu'il a dit. Ça change tout le sens de la phrase. Mhm. Et moi je dis l'important c'est pas de participer, l'important c'est de faire le meilleur de soi-même pour ne jamais rien regretter, justement. Mhm. C'est-à-dire que si tu vas à n'importe où, que ce soit dans le sport, dans l'école, dans le boulot, tout ça, et que tu te donnes à fond, tu peux rien regretter. Et moi, je suis toujours à fond. C'est-à-dire qu'à fond dans mon intention, dans ce que je peux donner pour faire le mieux possible. Ce qui fait que ça soit mon boss, que ça soit mon prof, que ça soit mon entraîneur, que ça soit n'importe qui, je peux les regarder et si j'ai pas réussi, je peux dire, il y a quelque chose qui était mauvaise information au départ, j'ai mal compris, revoyons-nous pour rediscuter, mais au moins je peux pas regretter et je suis toujours à l'aise avec moi-même là-dessus dans le sens où j'ai donné le meilleur avec mes capacités que j'ai. J'ai peut-être pas les bonnes capacités hein, dans certaines choses. Mhm. Mais l'échec, pour moi, n'est du coup que quelque chose qui me permet de savoir qu'il faut réorienter quelque chose et qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc ça, c'est vraiment une de mes citations phares. C'est l'important, c'est pas de participer, c'est de donner le meilleur de soi-même. Après, il y a plein de citations. Franchement, Ouais, comme ça, elles me viennent. on peut en laisser qu'une, hein. Ouais. Non, mais les plus belles citations sont autour des chemins de vie et du fait que, quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est pas le but, c'est le chemin que tu vis pour aller jusqu'au but. Ouais, non, je suis d'accord. Et justement, parlons-en de ce chemin. Donc là, tu me disais avec ton entraîneur T'as vu, on est bon dans On est très pour se très passer fort, hein. les. On est très très On fort. n'a pas travaillé quand même. Elle était pas du tout préparée cette interview. Charles, on savait pas qui s'y venait ou pas. Non, non, du coup, bah oui, parlons de ce chemin. Et quel chemin? Parce que effectivement, tu te remets à la natation en para-swimming. Ouais.
Donc, 2008, je sais fin même pas comment 2008, on dit début d'ailleurs. 2009. On dit paranatation? Ouais, paranatation. Bah, en fait, c'est de la natation. Hein. Je me remets à la natation dans la natation. Voilà. On met para parce qu'on dit que c'est des mecs en situation de handicap, mais en Ouais, fait, on fait de ouais, la c'est vrai natation. ça Hein. aussi. On fait de la Tu natation. fais de la natation. Point. Je fais de la natation. Pas de la paranatation, je fais de la natation. Je vais aux Jeux paralympiques et je suis très fier de dire que je suis champion paralympique et pas champion olympique parce que ça a une petite saveur différente. Mais je fais de la natation. Et donc ça se passe comment? Tu te remets à la natation Je me remets à nager. avec On est en ton... fin 2008 et il y a un tigre qui sommeille en moi. Tout ce qui m'est arrivé, franchement, je dis, c'est le destin de devoir être là et de vouloir continuer. Et puis je m'accroche. Et puis 2008, fin 2008, c'est juste avant Noël, je reprends les chemins des bassins. 2009, j'arrive, premier championnat de France en mars. Je deviens champion de France. Hmm. Je me qualifie pour les championnats d'Europe. En juin, on est à Chambéry, je m'en rappellerai toujours. Deuxième championnat de France, parce qu'il y avait toujours les 2 championnats de France à l'époque. Et les N2 et les N1. Je fais les N2 d'abord, où je me qualifie pour les championnats d'Europe. Les N1, j'arrive et je me fais un déchirement du psoas. Le psoas, c'est un muscle qui s'insère sur la cuisse et qui s'insère sur les abdos. Je me le déchire ici. Je vous expliquerai pas comment je me le suis déchiré. Ça te donne des idées. Mais voilà, j'ai les folies de la nuit de la veille. Voilà. Avec ma compagne de l'époque, voilà. Ah oui, tu t'es bien déchiré. Ouais. C'était bien déchiré. C'est le cas de le dire. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire, j'ai jamais raconté ça. Franchement, t'es le premier, comme quoi les confidences. Ah, ça j'aime bien quand on me dit ça. Je l'avais jamais raconté de la façon dont ça avait été fait. Mais quoi qu'il en soit, je me déchire le psoas et ça fait mal. Ça fait sacrément mal. Et je dis, je peux pas ne pas me qualifier à la qualif au championnat du monde. Et je dis, faites ce que vous voulez, les kinés. Ils me disent, mais tu vas pas nager avec ça. T'imagines l'ondulation, mon corps, il se plie dans tous les sens et il se plie pile poil au niveau du psoas. Le psoas, c'est ce qui est le plus important dans l'ondulation. Parce que j'ai la jambe tendue et j'utilise toute ma jambe pour faire l'ondulation. Les mecs me disent, mais t'es fou, jamais tu nages. Je dis, vous faites ce que vous voulez, je vais nager. Et là, ils me mettent une boule comme ça sur le psoas pour pas que ça se déchire plus. Ils me font une compression et j'ai nagé ma course sans m'échauffer avec la combi par-dessus, parce qu'à l'époque, on avait des combis, pour pas que ça se déchire plus. Et je fais ma qualif au championnat du monde. Et donc, je me qualifie en 2009 pour les championnats d'Europe, les championnats du monde. Mais alors, pour ce psoas, t'as dû souffrir le martyr sur le 50. J'ai eu mal, mais franchement, la douleur, c'est qu'une information, il suffit de pas l'écouter. Hein. Ouais. C'est ce que me disait mon coach. Je pense qu'on a tous mal, de toute façon. Et que un peu plus mal ou un peu moins mal, oui, j'ai souffert. Ça dure 1 minute, c'est bon. Mais est-ce que ça peut aussi aggraver pour la suite? Oui, ça pouvait aggraver. Ça a aggravé un peu, mais après, j'ai soigné. J'ai fait très vite des soins. Je me suis arrêté. J'ai soigné pour pouvoir être prêt, parce que c'était en juin. Et en septembre et octobre, on retournait... T'as quitté ta compagne? Ou elle t'a quitté? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Si on commence à parler de ma vie sentimentale, ça va vraiment être le bordel. Mec, faut... donc, 2009, et donc, je vais au championnat d'Europe, je deviens champion d'Europe. C'était à Reykjavik, en Islande. Et puis, quelques semaines après, je vais au Brésil, à Rio de Janeiro, dans la piscine du stade de la Maracana. Tu vois, c'est un truc de fou. Et je nage dans cette piscine et je deviens champion du monde en petit bassin. Champion d'Europe, champion du monde. Et puis après, ma carrière va se dérouler comme ça, va continuer. Je vais m'entraîner comme un fou. Et en 2012, Londres. Et je réalise mon rêve. Premier jour, première course, première médaille de la France, en or, sur le sommet de papillon. Incroyable. Ouais. T'as mis moins de suspense là. T'as été direct. Mais parce qu'en fait, l'histoire, elle est basée autour de ce que j'ai vécu surtout. Et là, dans ce moment-là, ce n'est rien d'autre que du sport de haut niveau. C'est s'entraîner comme un fou. C'est une vie dédiée autour de ça. C'est chercher des partenaires. C'est financer un peu sa carrière. Ça, on va pouvoir aussi faire de la conférence, faire des trucs, avoir des partenaires. Tout ça pour pouvoir aller chercher le Graal. Mais t'as qu'un seul objectif. C'est vachement moins passionnant de raconter ça que de raconter l'histoire qu'il y a autour, l'histoire de vie, l'histoire de l'homme. Je peux vous raconter l'histoire du sportif, mais l'histoire du sportif, elle est
conditionné. différente de n'importe quel autre sportif qui pourra vous la raconter. Je peux vous raconter les heures dans le bassin, le fait qu'on se lève à 6 heures, qu'on arrive, qu'on s'échauffe, qu'on va nager. Mais toutes les journées de sportifs se ressemblent. Sauf les footballeurs. Sauf les footballeurs. Je rigole. Mais ouais, je suis très taquin. Et puis en plus, il y a footballeur et il y a gardien de but. C'est deux sports différents. Tu vas pas te faire des amis, toi. Tu savais, je suis un pote avec plein de footeux, ils savent très bien ce que je pense. Je pense que c'est tellement business qu'aujourd'hui, il faudrait le ranger dans la case spectacle, que le sport, il commence quand on est en national et que les mecs sont encore à se donner des coups d'épaule sur un terrain et qu'ils font pas semblant de tomber. Mais ça, c'est ma vision du foot. Quand on commence à passer dans des hautes sphères du foot, c'est dans la catégorie spectacle. Quand tu remplis 80 000 personnes tous les week-ends, t'es plus dans du sport, t'es dans du spectacle. C'est du Johnny Hallyday tous les week-ends. Il faut en être conscient quand même. On est dans un autre truc, on est dans du business. Maintenant, j'ai aucune jalousie par rapport à tout ce qu'ils gagnent, par rapport à tout ce qu'ils font. Quand tu regardes les mecs, ils gagnent plus d'argent, ils gagnent moins d'argent que nous au nombre de followers qu'ils ont. La réalité de la vie aujourd'hui, c'est que tout est conditionné à l'image que tu renvoies. Le foot, c'est le sport qu'on voit le plus. C'est le sport qui est tous les jours. Tous les gens sont fans de foot, ils regardent, il y a quoi tous. Beaucoup sont fans de foot. Donc, du moment qu'ils ont un public, qu'ils ont des gens, des followers au sens propre et au sens figuré sur les réseaux sociaux, eh ben, voilà, ils sont suivis, ils gagnent de l'argent, mais tant mieux pour eux. Moi, je suis nobody, j'ai 6000 personnes qui me suivent. C'est normal que, je veux dire, j'avais 35 personnes dans les gradins quand on faisait un championnat de France. C'est normal, toi, on soit... Justement, ça a été aussi on parle souvent de, tu vois, des jeux, enfin, des sportifs de haut niveau aux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Et je pense que tu as une vraie... Enfin, peut-être que ça se réduit maintenant. Après, on pourra aussi en parler avec Paris 2024. Mais tu as beaucoup de sportifs déjà olympiques qui avaient des métiers à côté pour subvenir à leurs besoins et il fallait qu'ils s'entraînent dans le même temps. Et est-ce que tu vois, genre, dans les Jeux Paralympiques, vous étiez encore peut-être moins aidés parce que moins considérés aussi, non? Enfin, je sais pas, en 2012, c'était comment? Comparativement, par exemple, à Paris 2024. En 2024, tu as des gens qui ont gagné beaucoup d'argent en Paralympique. Donc, si tu veux, on a passé un cap. C'était en France. Il y a beaucoup de partenaires qui n'avaient jamais investi dans le sport, qui ont investi dans le sport. Et très bien. Voilà, il faut qu'ils continuent. C'est juste ça. Je pense qu'ils ont découvert un milieu qui montre que, bon, voilà, aujourd'hui, il y a plein de belles histoires, il y a plein de choses. C'était comment? C'était beaucoup de galères, mais comme beaucoup de sportifs, et c'est pas que les sportifs paralympiques. Je te dis, il faut pas oublier que c'est conditionné au fait d'être connu, pas connu. Moi, j'avais une petite notoriété locale à Dijon. J'ai fait utiliser un maximum mon cerveau pour faire des conférences, et du coup vendre des conférences. Je fais des conférences sur le handicap, sur le dépassement de soi, sur le rebondir après l'échec, sur mon histoire de vie. J'ai fait un TEDx, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait des trucs. Si tu fais rien et que tu restes chez toi, tu gagnes pas d'argent. Ah, mais tu vois, je trouve que des fois, t'es peut-être aussi trop justement dans ta bulle. Et je sais pas, après, moi, j'ai pas été sportif de haut niveau. Je fais beaucoup de sport, mais pas en tout cas au niveau que tu as pu avoir et que d'autres ont. Mais tu vois, genre, je pense que t'es pas spécialement aussi accompagné pour ça. Tu vois, moi, genre, je te le dis en toute honnêteté. Regarde, je vois plein de champions paralympiques qui ont enfin, qui sont multimédaillés. Et par exemple, bah, ils vont avoir moins d'abonnés que je peux avoir sur les réseaux. Et je me dis, bah, c'est pas logique parce que ces gens-là, ils ont tellement taffé dur. Enfin, je dis pas que j'ai pas taffé, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, mais le temps que tu as mis sur Ah, mais bien sûr. ton truc, mais c'est eux, pour ils l'ont ça. mis dans l'eau. Donc oui, il faudrait qu'ils soient accompagnés. Mais faudrait en qu'ils soient fait, accompagnés. on est quand même une nation et une génération peut-être aussi où on attend beaucoup de choses de beaucoup de gens. Pourquoi eux seraient accompagnés et toi tu serais pas plus accompagné? Pourquoi ça? Oui, Dire, à un c'est moment vrai. donné, il faut se prendre par la main. Je peux être salaud un peu là-dessus, un peu dur. Mais Non, moi, je pense qu'il y a trop de gens qui attendent la bouche ouverte on leur donne. Et je parle pas de tout un tas de choses qu'on peut voir à la télé et tout ça. Je parle même dans le sport de niveau, je parle dans plein de trucs. Je veux dire, pour moi, il y a un cercle là qui peut être vicieux ou vertueux. Il y a ton positionnement, la communication que tu fais, les followers que tu as. Et les followers, c'est pas que Instagram et tous les réseaux sociaux. C'est les followers qui te suivent au bord des bassins, les gens qui te soutiennent, Ton etc. réseau. Ton réseau, tu as les journalistes, les partenaires. Et tout est interconnecté. Si tu as des partenaires,
eux vont mettre de l'argent pour qu'il y ait des médias qui te suivent et ainsi de suite. Si tu as des médias, tu as des followers, parce que quand tu es dans les médias, tu as des followers qui te suivent. Et inversement. Et si tu as des followers, beaucoup de followers, ça attire les médias, donc tu as plus de... et ainsi de suite. Tu vois, et donc, tu as plus d'argent. Et donc, voilà. Et donc, le seul lien que tu peux avoir là-dedans, sur lequel tu peux bouger, c'est la communication. Le seul moyen que tu as, c'est en communiquant mieux. Je me rappelle, il faudrait que je te ressorte les dossiers de presse que je faisais. Mais quand j'étais jeune athlète, j'étais un des premiers à faire des dossiers de presse. Je les faisais sur Word, avec des formes, etc. C'était dégueulasse, je me rappelle. Maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et comment les gens ont pu acheter alors que j'ai fait... Mais au moins, j'avais quelque chose. J'avais quelque chose. Je prenais tous les petits articles, je les collais, je les scannais, je les mettais dans un truc que j'envoyais aux gens pour voir les articles, pour voir combien de fois j'étais dans le journal dans l'année. Donc ça permettait aux gens de se dire, il nous fait un avant, il nous fait un après, il nous montre qu'on a été cité, il nous montre que de ça. Et donc les gens, ils achetaient ça, ils achetaient la promotion. Et je suis devenu une marque, une petite marque, une marquette. Une mini-marque. Mais tu vois, c'est comme ça que j'ai vendu au départ le truc. C'est comme ça que j'ai fait de la com et de ça. Et en fait, aujourd'hui, je me reconnais on pense que parce que je suis un grand champion, j'ai le droit. Mais parce que tu es un grand champion, ben, tu as le droit d'avoir une belle médaille. Tu as le droit d'avoir une légion, peut-être, ou un ordre du mérite. Et ça, c'est beau. Ça, c'est les valeurs qu'on renvoie. Est-ce que tu as le droit à autre chose? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des gens qui sauvent des vies tous les jours, des pompiers, des trucs qui n'ont pas aussi des droits. Tu vois. Je suis pas sûr que la personne qui se lève tous les matins et qui fait une heure de route ou une heure de RER ou une heure de ça pour aller au boulot, pour même faire femme de ménage, mais qui, grâce à ça, les employés dans lesquels la société, elle bosse, peuvent bosser dans des bonnes conditions. Parce que ça qu'on oublie, c'est chacun un vrai rôle. Et moi, quand je fêtais mon équipe et que j'invitais tout le monde, du technicien de la piscine jusqu'au chirurgien qui me suivait, ouais, mais c'est important de mélanger c'est ça, cette équipe, elle commençait là. Et tu vois, je le vois aussi, tu vois, quand je suis avec toi, tu considères tout le monde autour de toi. C'est ça qui fait que ton énergie, les gens te suivent. Parce que tu considères tout le monde, tu t'arrêtes pas... mais j'en parlais, tu vois, genre c'est les petits détails. Enfin, là, on peut en parler de manière très ouverte sur Confidence. C'est les petits détails qui font la différence. Et tu vois, tu te parlais de réseau. Bah, tu vois, le Mondrian, ils n'avaient pas de dispo pour la chambre que j'utilise chez eux la plupart du temps. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on change de lieu et c'est avec toi, donc c'est rigolo. Et tu vois, genre, les petits détails de il m'ouvre la porte, il m'accueille, tu passes un coup de fil parce que t'as la bonne personne, t'as le bon interlocuteur. Là, on est à la Cité du Vin. J'appelle Shiraz, je lui dis écoute, là je suis un peu en galère, machin, et hop, on peut venir ici. Et en fait, tu te rends compte que chaque petit détail, ça fait la diff. Le mec qui sait que je suis en fauteuil et quand je vais arriver avec mon van, il va pouvoir m'ouvrir. Bah, je suis là à descendre ma rampe, à aller appuyer sur le bouton, lui dire que je suis en fauteuil, de vite remonter parce que sinon la porte elle va se refermer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est tous les petits détails font la différence. Et évidemment qu'il faut porter de la considération à tout ça. Et c'est bien aussi d'avoir de le rappeler, comme tu le fais, de te dire bah, je fais venir le technicien de la piscine comme le chirurgien parce qu'en fait, tout le monde a son rôle. Il ne faut pas minimiser le rôle de chacun. Et je pense que c'est important aussi de métiers qui peuvent se sentir moins valorisés, bah, de le faire, tu vois. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu vois, je sais pas comment ça marche. Il y en a peut-être qui ont la recette, mais je pense qu'il y en a plein qui pensent avoir la recette et qui ne l'ont pas. Théo Curin, on en parle souvent tous les deux parce que c'est un ami à tous les deux. 2016, on est ensemble à Rio. Je me rappelle, je lui dis, mais faut faire ton Instagram, ou c'était juste avant, faut faire Instagram parce qu'on était roommate depuis avant 2016. Entre 2012 et 2016, on a été ensemble. Donc, il était mineur, il était mineur, donc je pourrais pas raconter tout ce qui se passait. C'était où? C'était à Vichy, on rigolait beaucoup. C'était à Vichy, avant. Il était à Vichy, mais si tu veux, sur les stages équipe de France, il était dans ma chambre. Il me l'avait mis avec un plus vieux pour pouvoir, si tu veux, on se tire tous les uns vers le haut. Je sais pas si je tire les gens vers le haut, mais, mais bon. Et je lui dis, mais faut que tu communiques, faut que tu fasses ça. Après Rio, il explose son Insta, il a 12 000, 13 000, puis là, maintenant, il a des centaines de milliers de followers. Tu regardes, moi, j'avais plus de followers que lui à l'époque,
Et maintenant, je suis quasiment au même point. Je dois avoir doublé, donc je dois avoir 6000, je te dis. Et pourtant, j'ai été champion paralympique et tu regardes, et lui, il a pas eu de médaille au jeu. Mais c'est pas ça le truc. C'est quel dynamisme il renvoie, quel truc. Et puis après, il y a un truc qui est très clair, et j'ai aucun problème pour en parler. J'ai un handicap invisible. Et donc, du coup, comment tu veux valoriser quand tu as des mecs, des fois, qui veulent tourner des reportages sur le handicap? Ils disent, bon, on va pas prendre Rosoy, parce que ça se voit pas. Il faudrait un mec où ça se voit un peu, tu vois. Comment tu veux parler d'un handicap alors que je représente quand même plus de 80% des personnes en situation de handicap? Mais sauf que c'est un handicap invisible, donc on en parle. Donc voilà, mais il n'y a aucune jalousie derrière, c'est juste un constat. Et moi, c'est pas ça qui me fait vivre. Tu l'as vu à côté, j'ai eu plein de métiers, j'ai eu plein de trucs. C'est juste que je rappelle à tout le monde que pour aider les sportifs paralympiques, et notamment ceux qui sont encore en course, etc., les suivre, les liker, les partager, avoir de l'engagement et leur faire monter leur taux d'engagement, ça leur permet à eux d'exister. Ouais, et puis je trouve que c'est un formidable catalyseur de. Tu vois, on l'a vu. Enfin, toi, tu l'as vécu aussi de l'intérieur, on va pouvoir peut-être un petit peu en parler. Avec Paris 2024. Moi, c'est pareil, tu vois, genre, il y a des sportifs, je les ai partagés, parce que bon, déjà, certains, je les connais. T'as Hector qui a gagné médaille de bronze et médaille d'argent, je crois. Exactement. T'as Laurent Chardard, enfin voilà, t'en as pas mal dans la natation. T'as Aurélie de la Boccia que j'ai partagé parce que je trouve qu'elle incarne quelque chose de plus grand. C'est que elle, pour le coup, tu vois, elle est sur des handicaps qui vont être moins valorisés, où on va mettre moins d'argent dessus, etc. Et en fait, tu vois, moi, le constat que j'ai fait, c'est je me dis, tu vois là, Aurélie, tout le monde se l'approprie, entre guillemets. Mais en fait, je me dis, est-ce que la société lui a rendu pour arriver à la médaille dont elle a été victorieuse et pour avoir été rencontrer une coach qui entraîne un autre joueur de boccia que j'ai été voir justement pour les Jeux à Paris 2024. Mais en fait, tu te rends compte que la nana, elle est coach, mais elle fait auxiliaire de vie, elle fait infirmière, elle gère les dossiers de sponsoring, etc. Et en fait, elle fait tout. Et tu te dis, mais est-ce que la société, tu vois, genre par exemple, quand elle va s'entraîner, bah, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pour lui permettre d'avoir accès à ce. Mais là, tu pousses le truc. On est déjà une société d'entraide qui est assez importante. Faut faire gaffe de ne pas dériver là-dessus. Il faut faire vraiment attention. Faut dire qu'il y a des endroits sur Terre où tu sais ce qui se serait passé pour tous les handicapés qu'on est. Tu vois, faut pas non plus. La France n'est pas parfaite. Ok. Fine. Moi, je veux pas dire que c'est pas parfait. Mais je pense qu'il y a des aides pour les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, depuis que je suis passé au cabinet de la ministre, c'était 2018-2019, on a créé, j'ai écrit avec 2 autres personnes la stratégie nationale du sport handicap, qui donnait un cap sur comment faire que dans la société, on puisse augmenter la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. De ce point-là, il y a eu l'Agence nationale du sport qui s'est montée, il y a eu les aides individualisées. Les aides individualisées sont effectivement ciblées sur les personnes qui peuvent d'abord avoir des médailles, après dans les 10 meilleurs Français. Donc quand t'es pas dans les 10 meilleurs Français, t'es beaucoup moins aidé que quand tu l'es. Mais dans le sportif de haut niveau, en fait, si tu veux, tu rentres sur liste de sportifs de haut niveau. Une fois que tu es sur liste de sportifs de haut niveau, tu es identifié et tu es accompagné, aidé, avec des aides sonnantes et trébuchantes. Tu peux rentrer dans un parcours de sélection et de financement. Et plus tu montes, plus tu as des aides. Et ça peut aller jusqu'à 3 000 € par mois pour être sûr que tu puisses avoir des financements. Si tu as des partenaires à côté, ça vient en déduction de ce qu'on te donne. Parce que le but, c'est pas de te rendre riche non plus. 3 000 € par mois, il y a plein de gens qui gagnent pas ça. Donc si tu as 2 partenaires à 30 000 €, tu n'as plus tes 3 000 € par mois. Mais si tu n'as rien, on t'aide pour être sûr que tu n'aies pas rien. Donc tu vois, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place, et que ce soit dans le sport de niveau, dans les aides aux personnes en situation de handicap, on n'est peut-être pas parfait, il y a encore des choses à faire, et je le vois notamment sur l'éducation, sur l'accès à l'école, sur l'accès au sport, sur l'accès à la culture, sur plein de trucs. Il y a plein de choses. Mais tu vois, je veux pas en tout cas, moi, ce sera jamais mon cas de dire c'est nul, c'est pas bien fait. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, et j'ai eu la chance de voyager, moi, j'ai eu la chance de le voir, j'ai eu la chance d'aller dans des pays, franchement, on est bien quand même. La santé, on a un système de santé
dont on dit souvent, mais Mais on après, paye rien quasiment. moi, ça me Dire fait, c'est... ça me fait penser à plusieurs choses. En fait, quand je te disais ça, c'était plus par rapport notamment, tu vois, genre moi, je pense à Paris. Et tu vois, genre Paris, je peux pas dire, au niveau des épreuves, il y a eu aucun souci. À part un petit couac au Club France à un moment donné qui a été repartagé sur les réseaux. Mais tu vois, après, c'était plus d'aller de lieu en lieu. Enfin, tu vois, genre, faut prendre le taxi, ça coûte Mm, de l'argent. Alors après, il existait des dispositifs où c'était gratuit, mais l'information, bah, soit faut aller la chercher, donc ça reste de la charge mentale aussi pour nous. mm, Je dis pas que faut tout jeter, évidemment, mais je m'interroge. Par contre, tu vois, genre, ça me fait quand même penser à quelque chose, c'est que tu disais, je vous incite à aller suivre les sportifs, etc. Les sportifs de haut niveau, qui sont dans des situations de handicap déjà pour se sensibiliser à ça, pour ceux qui n'en ont pas conscience. Donc je trouve ça bien que tu le rappelles, mais je pense que ça vient aussi beaucoup d'une volonté individuelle, et c'est en ça où chacun doit prendre sa responsabilité de s'intéresser aussi mm, à ces sujets-là. Donc oui, aller suivre les sportifs de haut niveau, mais aller aussi suivre plein d'autres formes de handicap différents, ou mm. plein de causes différentes, ou plein d'incarnants différents. Et c'est en fait grâce à ça aussi qu'on va pouvoir se sensibiliser les uns les autres, s'enrichir d'informations, etc., pour derrière essayer d'en faire Mm. quelque chose de mieux, tu vois. Bien sûr. Mais je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, on peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On peut leur dire quand ils font quelque chose, ça leur, voilà ce que ça apporte à la société. Mm, Euh, si tu veux, les réseaux sociaux, c'est un truc, mais c'est le quotidien. C'est l'engagement au quotidien à accepter l'autre dans toute sa différence. Tu parlais de Paris, des difficultés, etc. Il y a plein de villes où c'est pareil, voire pire. Il y a des villes où c'est un peu mieux. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui changent. Ça change pas assez vite. mm, On est d'accord, parce que tout le monde veut que ça soit fait. On est dans la société de l'immédiateté. Et tu le vois sur tout un tas de trucs. Mais même moi, des fois, je peux râler parce que ça va pas assez vite. Mais il faut pas oublier que le temps, il met du temps. Le temps, il faut laisser le temps au temps. mm, mm, Et c'est super dur dans cette société capitaliste de l'immédiateté de rappeler ça. mm, Des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand rappelle ça. Mais bah, le temps, c'est quelque chose de non extensible. Tu vois des gens qui maintenant font une vidéo, deviennent des milliers d'abonnés et multimilliardaires en une vidéo sur YouTube, sur machin, qui deviennent... T'as un Cristiano Ronaldo qui monte sa truc, il est directement... Tu vois, ça n'a plus de sens. Normalement, c'est tu travailles beaucoup, ça met du temps, tu fais une ligne éditoriale et tu réussis. Tu, avant, tu regardes, il fallait beaucoup travailler quand même, mais si tu travaillais beaucoup, tu pouvais très très bien réussir. mm. Aujourd'hui, il y a une part aussi Tout de suite. d'aléa et d'immédiateté de la chose. Mm, Et puis, on peut venir à toi immédiatement et te jeter immédiatement. Donc, tu vois, c'est cette chose-là qu'on a oubliée. On oublie l'évolution de l'homme, on oublie qu'il y a quelques millions d'années, ce qu'on était. On oublie que l'homme n'était qu'un animal avec une conscience et qu'on a le sens animal, tu vois. mm, Et que l'animal, qu'est-ce qu'il fait on l'oublie qu'il y ait ça, parce que soi-disant on a une conscience, on est plus intelligent que tout le monde, et on peut faire ce qu'on veut avec toutes les autres espèces, et bah, tu vois, il y a tout un tas de choses, mm, quoi, philosophiquement, moi qui m'anime depuis des années, à me poser ces questions-là. On oublie l'animal qui est en soi. On oublie que, bah oui, on a des connexions du cerveau, on a la parole, on a plein de choses qui se sont mises, mais, euh, mais ça fait pas si longtemps que ça, mm, sur l'échelle de l'humanité. mm. Ouais. Mais du coup, enfin, c'est vrai que bah, on va pouvoir en parler. Toi, là, tu as travaillé sur Paris 2024, tu as travaillé au gouvernement, tu vas pouvoir aussi en parler un petit peu. Tu disais que tu avais plein de métiers, tu fais des conférences, enfin, après, tu touches un peu à tout. Mais j'aime bien aussi parce que Ouais. enfin, ton parcours, moi, je trouve qu'il m'inspire parce que c'est aussi des choses vers lesquelles je tends, tu vois, pour bah, m'élever aussi humainement et de manière très personnelle. Et j'espère que bah, toi, à travers ton témoignage aussi, bah, des gens peuvent, peut-être ça peut faire écho ou ça peut être valeur d'exemple, etc. C'est vrai que toi, tu es, un fervent aussi défenseur bah, du handicap. Donc toi, Charles, ouais, c'est vrai que tu défends beaucoup la cause du handicap. Tu as pu la défendre un petit peu aussi médiatiquement et je pense qu'on a plein de choses à dire sur l'aspect médiatique, etc. Moi, enfin, je sais pas, j'ai envie d'avoir un petit peu ton avis personnel sur ce que tu as pensé de Paris 2024 et puis de nous parler peut-être aussi un petit peu en interne de comment tu l'as vécu parce que tu as été, on dit comment, consultant?
Consultant sur Ouais. France Télévisions. Ouais, tu as été consultant sur France Télé, donc c'est vrai que tu as couvert les Jeux paralympiques, la natation notamment. Et est-ce que tu as des choses à nous partager par rapport à Paris 2024? Moi, en Ouais. tout cas, personnellement, pour l'avoir vécu un petit peu aussi de l'intérieur, que ce soit les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, bah, je trouvais que la fête était quand même plutôt réussie et qu'il y avait, comme tu dis, quand même, on a, on a donné en tout cas beaucoup la parole quand même au handicap. Juste un point sur lequel je voulais revenir, parce que tu vois, tu cites ce que j'ai fait, passer par le gouvernement, de ça. Moi, je me suis pas forcément rendu compte toutes ces années. Même quand j'ai été champion paralympique, je me suis pas forcément rendu compte. Moi, je voudrais juste aujourd'hui remettre là où moi je suis. Je suis conscient de qui je suis, de ce que je suis, de ce que je fais, de où je suis, mais je j'ai pas la perception de l'autre comme les gens me voient. Mmh. On m'a beaucoup renvoyé, t'es sûr de toi, et certains même m'ont vu hautain parce que j'étais celui que j'étais. Mais moi, c'est pas du tout comme ça que je me perçois et c'est pas du tout comme ça que je l'ai vu. Et j'avais pas vu tout ce que j'avais fait avant l'autre jour pendant une conférence. Et ça a été, tu vois, comme quoi des fois t'as des déclics. Mmh. Il y a un mec qui a commencé de me sortir une question, il me dit, mais vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait quand même? Est-ce que vous en êtes fier de tout ce que vous avez fait? Vous avez été champion paralympique, vous avez travaillé pour le gouvernement, donc dans les plus hautes sphères du public. Aujourd'hui, vous êtes vice-président d'une grosse entreprise. Vous avez été consultant télé, vous avez été consultant dans des grandes entreprises, vous avez accompagné des grands dirigeants. En fait, il a commencé de me sortir de ça et je l'ai regardé, je prenais comme ça en pleine face et je pouvais plus me reculer, tu vois. Il y avait un mur et je dis, bah non, je m'en rendais pas compte. Et merci de me le rappeler. Merci de m'envoyer ce chou doudou, comme j'aime bien dire. Putain, mais c'est marrant parce que moi, ça Et, fait tellement écho, mec. et je n'avais pas l'impression de ça, tu vois. Et je sais ce que peuvent penser certaines personnes, même s'il y en a plein aussi, je m'en fous. Mais je sais aussi ce que peuvent penser certaines personnes. Je m'en fous quand c'est surtout en négatif ou des trucs, tu vois, des fois on me dit, on pense ça de toi. Tu vois, genre hautain ou des trucs ou inaccessibles. Mais je dis, mais la personne, est-ce qu'à un moment donné, elle est venue me voir? Ouais, Elle ce m'a qu'elle a parlé. creusé, ouais. Parce que si elle était juste venue me voir, elle aurait vu que je suis tout sauf inaccessible. Mmh. Et mon meilleur pote aujourd'hui, si tu veux, à l'époque, il avait tout un tas de préjugés sur moi. Et le jour où on s'est rencontrés, on s'est plus jamais lâché. Mmh. Le mec, il m'a dit, mais j'ai découvert un mec, je m'attendais pas à ça. Mais c'est sûr que, tu vois, il y a tout ce que tu renvoies. Et donc, tu me dis, ça découle sur, tu me dis, je me bats pour le handicap. Non, mais je me bats pour la différence, moi. Mmh. L'acceptation de la différence et de chacun de différent. T'es pas blond aux yeux bleus, comme moi. T'es tétra, je suis ça. On a rencontré des gens qui vont avoir les cheveux noirs, les cheveux jaunes, bleus, verts, blonds, bruns, brunes, D'autres qui ont des jambes, d'autres qui n'en ont d'autres pas. qui ont des jambes, qui en ont pas, d'autres qui ont une orientation sexuelle différente, d'autres qui ont... Voilà, tout est à la fois choix ou pas choix, sur certaines couleurs de cheveux, justement, sur certaines orientations, sur machin. Mais il y a toutes ces différences, mais ce qui est la beauté de ce monde, c'est que toutes ces différences sont là, Mmh. et ces différences font qu'on est tous différents, et que ça sert à rien, que le handicap n'est qu'une différence de tout un tas de différences. Mmh. Et que le vrai problème, c'est que c'est la plus discriminée, et ça reste la première source de discrimination. Le vrai problème, c'est que c'est souvent quelque chose qui isole encore plus, parce que le monde n'est pas adapté à tous. Mmh. Et quand on fait une rampe, on aime bien le rappeler, ça sert à tout le monde, pas qu'à quelqu'un qui est en fauteuil. Ouais, c'est bien de le rappeler ça. Donc, je me bats pas pour le handicap. Le handicap, c'est comme je fais partie des gens qui sont identifiés en tant que situation de handicap. On dit Charles, il se bat pour le handicap. Mmh. Moi, je me bats pour le fait qu'on accepte les personnes comme elles sont et qu'on arrête de vouloir tout le temps les changer, qu'on arrête de vouloir tout le temps mettre des étiquettes. Tu vois, tu n'es pas défini par ce que tu es. Tu es une personne dans ton entièreté. Il y a plein de choses à découvrir de toi. Allez parler aux gens. Asseyez-vous à un café, discutez avec les gens autour de vous. S'ils n'ont pas envie de discuter avec vous, ils ont le droit de vous le dire aussi. Et vous avez le droit d'accepter qu'ils n'ont pas envie de discuter avec vous. Mais vous allez découvrir des choses formidables. Mmh. Et moi, j'aime tellement ça, aller voir à la rencontre des gens. Tu vas me retrouver ici alors que j'avais pas prévu du tout. Te rencontrer, échanger. Tu vois, on n'avait pas prévu. Mmh. Est-ce qu'on avait noté dans notre vie que, tu vois, c'était pas un Ouais. goal, tu vois, et il y a des choses comme ça. Et donc, je me bats pour ça. Et toutes ces rencontres, ben, elles ont fait que j'ai eu plein d'opportunités, plein de choses qui m'ont mené à ce parcours de vie. Et donc, je me suis jamais arrêté en me regardant, en me disant, oh, t'as vu tout ce que t'as fait, oh là là,
oh, le mec, je vais bientôt pouvoir avoir une Rolex. Non, mais tu vois, j'en suis pas là. Je suis dans le truc. T'as envie Dire, d'apprendre, t'as envie de... j'ai envie de me nourrir, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, j'aime bien dire ça. Écoute, moi je t'ai posé pas mal de questions. On va passer à la FAQ de la commu parce qu'il y a aussi des gens qui t'ont posé des questions. Je t'ai présenté sur les réseaux. Donc le principe de la FAQ de la commu, c'est tout simple. Vous allez sur mon compte Instagram. Je laisse la possibilité à des personnes de poser des questions aux prochains invités et on y répond dans cette vidéo YouTube et dans les prochaines pour les prochains invités. Évidemment, vous l'avez compris. Donc c'est parti pour la FAQ de la commu avec Charles Rosoy. Bon Charles, j'ai quelques questions. Et tu vois, on parlait de Paris 2024 et j'en ai eu quelques-unes à ce sujet-là te concernant. J'ai Low Swim qui te demande tes moments préférés à Paris 2024. Waouh, mes moments préférés. Truc de fou. Ma rencontre avec moi. Bah forcément, t'as Léon Marchand qui a gagné plein de médailles, c'était dingue. T'as Aurélie, t'as les deux frères Portal qui font une médaille ensemble. Voilà, c'est déjà 3 moments super forts. Après, j'ai plein d'amis Et qui ont autre vécu que la des moments. natation, par exemple? Bah, autre que la natation, je te dis, il y a Aurélie. Mais il y a, moi, tu sais, je suis très très ami avec pas mal de sportifs parce que j'ai été dans le truc. Moi, regarder Arnaud Assoumani sur son saut, même s'il n'a pas une médaille, à la piscine pendant que je suis en train en même temps de commenter, qu'il y a Alexandre Boyon qui me fait les commentaires en live parce que je peux pas mettre le son. Donc du coup, il me dit, et là, il va sauter et il faut qu'il... Tu vois, c'est un truc, c'est inoubliable. C'est des moments comme ça. Laurent, Chardard, tous, tu vois, Pavadé, qui a un bon pote aussi, son histoire, son coming out là en plein milieu des jeux, tu vois, plein de choses. C'était des jeux de la folie. Je peux pas, tu vois, les moments avec Mika qu'on a vécu dans le village, avec Marie Bochet, tu vois, qui sont des grands athlètes, qui ont été là pour tout le monde. Tu vois, il y a tellement de moments formidables. Les grands moments au Club France, à la cérémonie, tout était fou. Ouais, c'est vrai que c'était. Enfin, moi, pour l'avoir aussi vécu, j'ai trouvé que c'était. Il y avait une putain de ferveur. Non, c'était vraiment super chouette. Puis je trouve que tu vois, vous avez passé aussi des beaux messages, que ce soit toi, que ce soit Mika. Il y a. Comment il s'appelle Ah, j'ai bouffé son nom. Alexis Anquincan, il a été énorme Il y a aussi, tu vois. il y a Mathieu Lartaud aussi, Ouais, je trouve, Mathieu Lartaud, qui a passé des messages qui étaient essentiels et en fait de profiter de cette attention qui était donnée à ce moment-là pour passer ces messages-là. Et puis Léa Salamé qui à la base n'est pas sur le sport. Je pense qu'elle a découvert une passion pour ça et j'espère qu'elle arrêtera jamais. Ce qu'elle a fait, son engagement, certains l'avaient peut-être critiqué en disant pourquoi elle vient vers le sport, mais aujourd'hui elle s'est investie comme jamais pour faire de ces jeux un moment formidable. Et tu vois, c'est des gens qui ont des communautés comme ça, des gens qui les suivent et qui disent bah moi je vais choisir de m'engager sur ce sujet-là. Peut-être tardivement et qu'ils auraient pu le faire avant, mais aujourd'hui ils sont là et tout simplement faut dire merci, faut arrêter de vouloir critiquer chaque chose quoi. Mais justement, tu vois, là j'en ai une autre de Zen Attitude qui dit merci pour vos commentaires. T'as vu à la natation au JOP de 2024. Cette ambiance, on en parle. C'est avec les cœurs. Ah ouais, cette ambiance, 15 000 personnes dans une piscine, c'est tellement rare. Ça arrive que tous les 4 ans, c'est un truc de fou. Ouais, c'était quand même exceptionnel. Il n'y a rien à dire d'autre qu'il faut le vivre et puis retourner voir sur les réseaux sociaux de temps en temps pour pouvoir revivre cette ambiance. Tu sais, je m'y replonge, je remets des photos, des vidéos, des trucs. C'est fou. J'ai Naomi Bach qui dit que penses-tu de la mobilisation plus faible des Français pour les Jeux paralympiques? Il n'y a pas eu une mobilisation plus faible, je trouve qu'elle était même plus grande. C'est-à-dire que sur les Jeux olympiques, on a eu plus d'internationaux, comme toujours. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. On a beaucoup de partenaires qui mettent énormément d'argent, qui achètent énormément de places. Nous, toutes les places sur les Jeux paralympiques, c'est pas des grands partenaires qui les ont achetées, c'est beaucoup des gens qui les ont achetées. Donc il y a une mobilisation au contraire beaucoup plus forte. Les Parisiens étaient de retour, donc c'est fou. Moi, je trouve que c'est dingue. Au contraire, je pense que les Français ont été encore plus mobilisés parce qu'ils voulaient pas que les Jeux s'arrêtent. Et donc du coup, moi, oui, il y avait le contexte politique. Il y a à un moment donné des gens qui pensent que c'est encore le temps de parler du gouvernement quand on est en plein jeu, mais quand on dit qu'on a une trêve olympique et paralympique, c'est pas juste olympique. C'est pas parce qu'il y a 2 semaines qu'on a le droit de foutre le bordel pour qu'on fasse passer les jeux à la trappe. Et heureusement, les jeux ont quand même eu leur essor et ont pu exister malgré le contexte, etc.
Mais il y a ce qui se passe avec le président, la politique et tout, mais il faut pas tout mélanger. Les jeux, c'est une fois tous les 4 ans, c'est une fois tous les 100 ans à Paris. Voilà, il faut que ce moment se déroule bien et voilà, je pense que les gens ont su faire la part des choses, ont su s'amuser et venir. J'ai Titi Argo qui demande comment permettre au handisport de s'implanter partout au plus près des bénéficiaires. En travaillant avec les clubs dits valides, en ouvrant ces barrières, en cassant les frontières entre handisport et parasport, en aidant. Pour moi, la fédération handisport doit aujourd'hui se transformer et amener toute son expertise dans tous les clubs valides et handi valide accueillant, si tu veux, para-accueillant. Ça a été ce qui a été fait avec le, le comité paralympique et sportif français. Je pense que c'est de l'avenir. Le vrai problème, c'est que toutes les fédérations n'ont pas encore fait se donneront pas toujours les moyens d'accueillir les parasportifs. C'est aussi pour ça que la fédération a toujours existé. Elle a créé quelque chose là où personne ne voulait le faire. Donc, faut pas non plus tuer quelque chose qui a une vraie raison d'exister. Donc, je ne suis pas pour tuer la fédération de sport adapté, la fédération handisport, mais je suis pour qu'on les utilise vraiment pour pouvoir continuer de développer dans les clubs dits valides tous les sports. Et alors là, du coup, j'ai une dernière question qui est un peu plus personnelle de Laurie Desbiez, je ne sais pas comment on le prononce. Avez-vous eu des freins dans votre reconversion après l'arrêt de votre carrière sportive? La reconversion, c'est un moment qui est super dur. C'est super dur et le vrai frein qui est pour moi le pire, c'est que tu es tout seul psychologiquement. C'est-à-dire que on ne prépare pas à ça. On te prépare à être une machine de guerre qui va aller chercher des médailles, on te prépare à aller voir les médias, on te fait des médias training s'il faut. Maintenant, il y a plein de choses qui existent. Et puis le jour où tu arrêtes, eh ben, tu es tout seul. Si t'es pas un petit peu entouré, t'as pas. Tu vois, moi, pour moi, ça serait psychologue obligatoire, déjà. Psychologue obligatoire. Et t'as un suivi psycho pendant 2 ans. Mais à un moment donné, il y avait le médecin dont on a parlé, peut-être qu'il disait des bêtises, mais n'empêche que t'es quand même shooté à tout un tas d'endorphines, d'endomorphines, etc., d'adrénaline. Et tout ça, ça retombe. Et trouver sa place dans ce monde qui n'est plus le tien, qui n'est plus le sport, qui n'est plus tout ça, c'est vraiment compliqué. Donc il faut vraiment qu'on continue de suivre les sportifs. Après, qu'ils aient fait des études, pas d'études, etc., ça c'est des choix de parcours de vie, c'est des choix d'engagement. Moi j'ai mis longtemps pour faire mes études à chaque fois, mais j'ai fait plein d'études et j'ai réussi à avoir mon parcours sportif à côté. La reconversion, oui, c'est dur, mais après, quand tu as été sportif, bah, généralement, tu as rencontré des gens. Si tu t'es servi de ton sport pour faire ça, tu peux trouver le chemin. Et ce qu'il faut, c'est que la France se transforme un peu sur le fait qu'un sportif, il n'est pas forcément bête. Et que du coup, on peut miser sur un sportif parce qu'il a plein de compétences. Ça, c'est très vrai aux États-Unis et dans d'autres pays anglo-saxons. En France, on a un peu du mal sur l'idée qu'un sportif, ça reste un peu le teuteux de la bande, quoi, quand t'es sportif. Je suis désolé, mais c'est un peu ça. Et moi, ça m'a pas forcément toujours servi dans les entreprises ou dans mon monde professionnel d'être sportif de niveau. Ça m'a servi pour l'image de dire, ouais, c'est bien, t'es un sportif, etc. T'es le blond sportif, tu vois, en plus, dans les deux trucs. Mais par contre, quand on arrivait dans le monde professionnel, c'est quel diplôme tu as. Mais on regardait pas les compétences que j'avais acquises au-delà de mes diplômes. C'est pour ça que je pense que je me suis bardé de diplômes après et que j'en arrive à un bac plus, je sais pas, 72 à l'ESSEC. Là, je fais un gros diplôme qui s'appelle Management Général pour solidifier mes appuis. C'est un Advanced Executive Programme pour vraiment montrer que bah, voilà, j'ai des connaissances et que je les ai validées. Donc, bah, écoute, merci d'avoir répondu aux questions de la communauté. On va passer à la dernière séquence de cette interview. C'est parti pour la question signature. Charles, aujourd'hui, c'est moi. C'est toi, Charles. C'est toi qui témoigne aujourd'hui. Je te remercie infiniment d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'à nous, pour venir à la Cité de l'Humain, qu'on remercie infiniment. On les a déjà remerciés, mais on le refait une deuxième fois. Effectivement, là aujourd'hui, c'est toi qui témoigne. Peut-être que dans une personne à qui tu penses, tu aimerais la voir à ta place sur Confidence. Est-ce que tu pourrais nous dire qui c'est et si oui, pourquoi tu aimerais qu'elle puisse témoigner? Vas-y. J'aimerais que tu fasses venir le prochain ministre du Handicap ou de la Santé pour que tu montres
Tu parles de ce sujet-là encore, et surtout que tu montres que derrière les hommes politiques, il y a des personnes Mm. humaines. Mm. Et que le combat qui est mené souvent politique, qui est destructeur, tout ce qu'on voit et toutes les critiques qu'on mène sur leurs idées, faut pas oublier qu'il y a les combats d'idées peuvent exister, mais qu'il y a des êtres humains. Mm. Et j'aime ça fait un double lien entre tout ce qui est le handicap, etc., tout ce qui est la santé, tout ce qui est ce qu'on a parlé, des aides, tout ça, toute cette transformation qui, je pense, vraiment a une place chez toi. Mm. Et en même temps, l'être humain que tu vas inviter, qui est de dire C'est humanisé. ouais, c'est comment en politique, malgré tous ces combats d'idées, il faut pas oublier il y a des hommes derrière les fonctions Mm. et qu'on a le droit d'attaquer les fonctions, mais qu'il faut pas attaquer les hommes qu'il y a derrière, parce que Mais c'est ça mar- reste des êtres humains. c'est marrant parce que c'est une réflexion que je me fais souvent où je me dis, mais en fait, les politiques, non pas que je veuille les défendre ou que je me fais l'avocat du diable ou quoi, parce que bon, c'est vrai que c'est souvent critiqué. Bon, déjà, je pense que bah, il faut quand même des garants et des gens qui tiennent des fonctions. Mais moi, des fois, je me fais la réflexion, je me dis, putain, mais les mecs, ils ont 24 heures dans une journée, ils sont comme nous, ils ont leurs besoins physiologiques et ils ont certainement leur vie de famille, leur vie, ils ont aussi envie de profiter de leur vie, ils s'engagent et des fois, je trouve que, tu sais, enfin, je me dis, même pour eux, tu vois, émotionnellement, de porter toute cette charge sur les épaules, enfin, moi, je sais que c'est pas quelque chose que, pour le moment, je ferais, tu vois. Ouais, et tu vois, c'est bien le sujet. C'est pourquoi en 2012, juste après les Jeux, je me suis dit que j'allais faire de la politique. C'est parce que justement, je voyais trop de gens critiquer ce système-là sans le comprendre. Et moi, quand je vois un truc et que je le comprends pas, je vais essayer de l'intégrer et de rentrer dedans pour pouvoir comment on peut le changer. Mais un système, tu le changes pas de l'extérieur. Je suis pas sûr qu'en étant tout le temps contre et en disant c'est nul, c'est nul, c'est nul, tu changes quelque chose. Ouais. Mais par contre, en rentrant dedans, en essayant de le comprendre pour pouvoir le changer, tu peux impacter des choses. Et j'ai pu impacter à mon niveau quelques petites choses. Mm. Et je pense que bah, c'est ça. Et j'aimerais juste que tu montres qu'il y a des hommes derrière les fonctions. Et du coup, Et moi, j'ai découvert forcément vraiment des gens formidables. Et je suis pas toujours d'accord avec leurs idées. Et tu vois, on revient sur la différence et sur tout ce que j'ai expliqué. C'est cette capacité à comprendre l'être humain qu'il y a derrière, à comprendre ses choix, à comprendre sa vision. Et comprendre, ce n'est pas forcément accepter. mm. Je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je peux le comprendre et je peux le respecter en tant qu'être humain. Du moment que lui, il me respecte en tant qu'être humain. On a le droit de pas aimer la fonction, on a le droit de pas être d'accord avec lui, mais on doit se respecter. Mais Et je trouve que les débats politiques sont plus assez là-dessus, mm. et ça me fait très mal d'être toujours dans une opposition et dans un manque de respect permanent. Mm. Bah écoute, le message est passé. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire à la caméra qui est bah, la personne que tu Bah, on voudrais... connaît pas encore le prochain ministre du handicap, mais tu peux inviter un ministre du handicap qui est déjà passé au pire. Ça s'appelle Geneviève Darrieussecq, on l'a entendu peut-être à la santé. Donc tu vois, si tu peux avoir Geneviève Darrieussecq qui sera à la santé, je pense que tu auras un ministre qui a Ouais. connu le handicap, qui connaît la santé et qui est une ministre formidable. Tu as aussi Fadila Khattabi qui était actuellement ministre du handicap. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que tu montres les hommes derrière les fonctions. Ouais. Non, non, et puis moi, je suis un peu dans cette démarche-là aussi, de manière très personnelle, parce que bah, tous ces échanges, toi, tu parlais du fait de venir, de la rencontre, Mm. et c'est vrai que tout ça, ça m'enrichit aussi énormément. Et c'est aussi un petit peu bah, la volonté du format que j'ai voulu créer avec Confidence, c'est d'humaniser, de sensibiliser, de transmettre de l'information. Tu vois, des parcours comme le tien, c'est valeur d'exemple. Ça peut faire écho aussi, que tu aies un handicap ou pas, on vit tous des fracas dans nos vies, et finalement, bah, comment on les transcende. Et je pense que bah, voilà, les histoires de chacun peuvent aider dans ce cheminement. Ça participe à faire évoluer la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ce que je voulais dire, d'activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, partager autour de vous, parce que c'est aussi ce qui pourra permettre de pérenniser le format qu'on a créé. Donc s'il vous plaît, c'est aussi de votre responsabilité de peut-être nous aider à ce que ça continue. Donc voilà, faites tout ça, ça nous permettra d'aller encore plus loin. Donc merci infiniment de votre écoute. Merci Charles. Et puis Merci. on se dit à la semaine prochaine. Salut Ciao, tout le monde. ciao.